Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Otium, le podcast du jeu de rôle et de ses messages. Co-présenté par Brocknar et moi-même Locus. Bonjour Brocknar. Salut Locus. Est-ce que tu as, comme c'est maintenant la tradition, des remerciements Brocknar? Bah oui, évidemment. Je remercie tous les gens qui continuent de nous suivre, qui continuent d'arriver, que ce soit sur la chaîne ou sur le RSS. Et à ce sujet-là, le RSS fait à peu près autant de vues que YouTube, ce qui est plutôt cool. Si un jour on doit se débarrasser de YouTube, c'est pas gênant quoi. Donc j'aurais tendance à orienter les gens davantage vers le RSS pour pas mal de raisons évidentes. Donc voilà, je suis plutôt content de tout ça. Et avant de rendre la parole à Locus, je profite du passage en post-prod pour préciser deux petites choses au sujet de cet épisode. La première étant qu'il a été enregistré dans le courant du mois de juillet. Thomas nous annoncera sa présence à la Queervention de Rennes qui s'est déroulée fin août et qui est donc passé, désolé pour ça. N'hésitez pas à vous renseigner pour les prochaines éditions de cette excellente convention. Un lien se trouvera en description de l'épisode. Le second point que je voulais soulever, c'est que nous avons rencontré des soucis techniques sur cet enregistrement lié aux connexions internet. J'ai essayé de gommer au maximum tous les soucis. J'espère que l'écoute restera agréable. Un peu plus que celle de ma voix là tout de suite d'ailleurs. Désolé pour ça également. Voilà, je cède à nouveau la place à l'épisode. À très vite. Ouais. Avec un petit peu d'audience pour le dernier épisode, malgré la période estivale, qui est Tout à moins fait. propice, on le sait. Moi, de mon côté, j'avais des choses aussi, puisqu'on nous a fait des retours au sujet de l'accessibilité. Notamment, on nous a dit que il y avait des mots ou des concepts parfois un petit peu compliqués. Donc, on va essayer de garder ça en tête, d'expliquer les choses. Si on parle d'un concept qui n'est pas forcément connu, ou d'un mot un peu compliqué, et puis si vous qui nous écoutez, vous avez des questions, ou des interrogations sur ce qu'on dit, des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à nous demander, soit dans les commentaires YouTube, soit à nous interpeller sur nos réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, puisque nous avons avec nous, pour cet épisode 4, Thomas Munier. Bonjour Thomas. Salut l'équipe d'Osium, bonjour, bonjour au public, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, bienvenue, on est très content que tu sois là. Je peux peut-être, histoire de te mettre un peu mal à l'aise, commencer par dire que c'est la première fois que je discute avec toi, malgré le fait que je te suis pas mal et ton travail, globalement, on en reparlera peut-être, mais est super important pour moi, notamment en tant que pratiquant du JDR, mais aussi en tant que faiseur un peu, on va dire, dans la préparation de parties ou même dans la création, la conception de jeux, quoi. Donc voilà, c'est aussi c'est un petit, petit message personnel aussi. Merci beaucoup, hein, je suis honoré. Non, mais y a pas de quoi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de concepteurs dans la JDR francophone, on va dire. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Ouais. Je m'appelle Thomas Munier, je suis père au foyer et puis homme de ménage, enfin voilà, je suis à la maison quoi. Et puis sur mes moments perdus, je suis également du coup auteur de jeux de rôle et puis également, pour employer les grands termes, théoricien de jeux de rôle, c'est-à-dire que je passe aussi pas mal de temps, en plus de faire mes propres jeux, à parler de game design et de pratique du JDR de façon globale, quoi. Donc, que ce soit technique de MJ, technique de joueur également, et puis création de jeux. Et globalement, réflexion sur le loisir, sur le média en général, quoi. Et pour finir rapidement la présentation, j'ai un blog qui s'appelle Outsider, qui centralise un peu tout mon boulot. Bon, même si les liens sont pas à jour dedans, mais bon, il y a quand même énormément de choses qu'on peut trouver sur Outsider, quoi. Il y a un sommaire. Il y a un sommaire dans ce blog, ce qui est pratique. Ouais, mais il est pas à jour. Ouais, mais moi ça m'a pas mal aidé quand même, parce que pour le coup, je t'ai découvert beaucoup plus tard que Locus. Et, Ouais, j'ai un an de retard sur le sommaire. Ah d'accord. Ouais, mais il y a déjà pas mal de matière en Ouais, fait. ouais. Donc Oui, même, oui. voilà, Et puis on c'est très cool. imagine que t'as pas radicalement changé toutes tes orientations depuis un an, donc je pense que beaucoup de Non. réflexions restent valables. Ok, eh ben écoute, est-ce que tu aurais peut-être, ou peut-être pas, hein, des actualités à nous partager?
Ouais, j'en ai deux, vite fait. Enfin, trois, allez. Je vais essayer d'être rapide. La première, c'est que là, on atteint la 140e vidéo sur le jeu de rôle. Donc j'avais une chaîne YouTube qui au départ elle servait à héberger des actual plays, des podcasts, des conférences et tout. Et je l'ai un peu respécialisé vraiment dans des vidéos au format vlog sur le jeu de rôle quoi. Et l'idée c'était de faire un reboot, hein, de repartir de zéro. Donc, la première vidéo de la série c'est comment débuter le jeu de rôle quoi. Et on repart de zéro, on revoit toutes les notions, tac 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 tac. Et donc là, on en est à la 140e vidéo diffusée. J'en fais une par semaine, donc ça fait un peu moins de 3 ans, hein. Et j'ai du coup 45 scripts rédigés qui sont encore à tourner. Donc bon, j'ai encore quelques idées, mais je pense qu'il y a encore au moins pour 1 an de vidéos à sortir, quoi. Ça, c'est la première news. La deuxième news, c'est que je viens de sortir un petit jeu, mais qui je pense peut être intéressant. Ça s'appelle les Sylvonautes. Donc c'est un jeu pour jouer dans mon univers post-apocalyptique forestier de Milvaux. Et en fait, c'est un jeu de type Belonging Outside Belonging ou encore No Dice, No Master. Donc désolé, on va tout de suite rentrer dans les termes techniques. Je vous mettrai les liens, tout ça. Mais grosso modo, c'est un jeu dérivé de Dream Askew. Bon, bref. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des livrets de personnages qui sont assez détaillés en mode QCM en fait. Donc tu crées ton en fait en 5 minutes, tu crées un personnage super facilement, mais qui est assez profond quoi, juste par le fait que c'est un QCM quoi. Et puis après, tu as des actions typiques de ton personnage. Et donc du coup, bah, très rapidement, tu vas avoir un personnage très typé qui va vivre des aventures de ouf. Et donc pour moi, il y a 7 livrets de personnages. Et l'idée, c'est un projet un peu sur le côté que je diffuse comme ça en gratuit. Et il va y avoir de temps en temps des add-ons, quoi. Et donc là, j'ai bossé sur un livret de groupe pour créer ton groupe. Et des livrets de cadres, en fait, les différents paradigmes les plus importants de la forêt de Milvaux. Donc pour le côté MJ, il y aura des livrets de cadres. Pareil, si tu vas être super drivé et tout. Et donc ça, c'est un petit ajout à l'univers de Milvaux qui est déjà bien vaste. Mais donc, je suis assez content parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une méthode de création de personnages comme ça qui était à la fois riche et rapide. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, vous avez déjà 7 livrets qui sont sortis. Et puis bon, je ferai des add-ons régulièrement. Et dernier projet, dernière news, du coup, la fin août, je crois que c'est 22-23 août, je serai à la Curvention, donc qui est une convention de jeux de rôle à Rennes. C'est organisé par Ludicuir, qui est une asso de jeux de rôle LGBT, enfin pour les LGBT, par les LGBT, quoi, grosso modo. Donc c'est une convention queer friendly, quoi. Pardonnez-moi de l'accent. Euh, c'est vraiment très très bien, hein. C'est ma convention préférée. Il y a plein de super trucs à voir, à faire. Donc, si vous ne savez pas quoi faire la fin août, euh, la Curvention, moi, je conseille. Bah super, À Rennes. le message est passé, j'avais vu passer la news aussi, effectivement, sur les réseaux. Euh, ouais, bah je vais déjà directement rebondir sur un truc que t'as dit. Donc, c'est vrai qu'avec l'univers de Milvaux, tu t'es attaqué, en fait, t'as produit des jeux dans cet univers qui suivent plein de formes, plein de mouvements différents du jeu de rôle. Et même du GN, il me semble. Ouais, ouais. C'est moins mon domaine, mais il y a des GN Milvaux aussi. Et du coup, le Bob, c'est le seul qui te manquait ou il y en a encore d'autres? Parce que je sais que tu as fait du FKR, de l'OSR. Je sais pas s'il Euh, manque encore quelque chose. Après, il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui sont sous format brouillon, tu vois, qui sont pas fini, hein. Mais en développement, j'ai fait tous les styles, quoi. Enfin, vraiment, j'ai fait tous les styles qui existent, toutes les grandes chapelles ludiques, plus des styles que on peut considérer que c'est moi qui les ai inventés, quoi. Donc voilà, quoi, c'est assez complet. Le principe, c'est un concept qui s'appelle les jeux cumulables. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'ai un univers, que c'est l'univers forestier de Milvaux. Et l'idée, c'est que tu as plein de jeux différents pour jouer dedans. Euh,
Et donc, ça permet d'avoir le jeu parfait pour l'ambiance que tu cherches, pour le gameplay que tu cherches et tout. Le seul point commun, c'est l'univers. Mais c'est des jeux aussi que tu peux empiler les uns sur les autres, en fait, assez facilement, parce qu'ils sont Oui, sur des... Parce qu'en fait, on est sur des gameplays différents et tout. Donc, en fait, on peut considérer que chaque jeu est une sorte de sous-système d'un méga gros système, oui. quoi. Voilà, donc c'est un truc hyper modulaire, quoi, c'est une espèce de coffre à jouer de jeu, quoi. Oui, tu veux dire que tu pourrais très bien, avec les Sylvonotes, définir un personnage grâce à ton QCM que tu vas ensuite réutiliser par exemple dans une autre forme de jeu. Ouais, c'est un très bon exemple, ouais, tout à Ok. fait. Ok. Tu as parlé 2 fois de Milvaux, là, déjà, depuis le début. Enfin, déjà, c'est très bien, hein, parlons de Milvaux. Hein. Et tu as dit 2 fois que c'était euh, un jeu post-apo forestier. Et j'ai pas entendu le terme sludgecore revenir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abandonné? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Parce que moi, la partie sludgecore me parle, forcément, de par... Ouais, ouah, c'était la vanne du début, effectivement, Ouais, au début, il y a maintenant déjà plus de 10 ans, disons, ouais. j'avais tagué ça post-apocalyptique forestier sur Edgecore, et donc la première publication, Milvaux, il y avait cette tagline, Ouais, post-apo forestier sludgecore. Parce que du coup, ça s'inspirait d'un genre musical qui est le sludgecore, qui est une mélange entre le doom metal et puis hardcore punk. le punk hardcore, quoi, grosso modo, pour simplifier, quoi. C'est un peu, enfin, grosso modo, faut imaginer Black Sabbath en Louisiane dans les années 90 avec un son encore plus crade, plus Du son, viscéral et tout. du son crade, Euh, gras énervé, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'adore. Ouais, Après, ouais, ouais. Et c'est donc, pas- ça donnait un peu une identité. Après, j'utilisais pas mal de musique lourde aussi hein, pour sonoriser Milvaux, que ce soit du Doom, du drone, Ok. euh, des choses comme ça, du dark ambient. Après, j'ai considérablement élargi la palette à la fois thématique, émotionnelle, musicale de l'univers et tout. Donc, je trouve que ce serait réducteur aujourd'hui de, tu vois, je veux Hmm. dire sludgecore, quoi. Je vous renverrai, j'ai fait une énorme playlist pour Milvaux. Il y a, je sais pas, 500 albums, un truc comme ça, quoi. Euh, c'est une playlist aléatoire, tu sais, donc tu cliques et puis tu as, un album aléatoire sur Bandcamp qui sort, quoi, en écoute libre, gratuite et tout. Donc t'es pas obligé de te taper Spotify ou YouTube avec des pubs et tout. Euh, et donc moi j'ai fait, t'as une petite description de chaque album et tout, et Mhm. c'est beaucoup plus varié que ça parce que du coup, je peux aussi bien utiliser de l'Americana, de la folk, de la dark folk, de l'électro, de la musique heavenly et tout. Enfin, parce que j'ai élargi ma palette, donc du coup, il a fallu élargir aussi la palette musicale, quoi. Ok, on a le droit de quitter les caves du sud des États-Unis, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. Même si ça m'allait très bien. Ok, ça roule. Mais Merci. bon, dès que tu as envie d'un bon Jack Daniels, il faut y retourner, quoi, c'est sûr. Et ok, c'est un genre musical que je connais pas, le sludgecore, mais d'après ce que vous décrivez, moi j'ai joué à Marche Branche en famille, tu vois, avec mon fils de Ouais, 6 ans. tu vois, bah, du coup, il n'y a pas de sludgecore dans Ouais, la playlist de Marche Orange, quoi. Pas voilà. encore. Euh, on va peut-être un peu s'éloigner de Milvaux. C'était cool Ouais. comme digression, mais je voulais recadrer un peu sur tous les aspects qui nous intéressent, nous, à savoir un peu les messages, les positionnements politiques, ces choses-là. Et notamment de ce qui ressort de ton travail et aussi je trouve, du positionnement euh, de ton œuvre, on va dire ça comme ça. Euh, Parce que, voilà, il faut savoir, je fais une parenthèse là-dessus. Si vous parcourez le blog de Thomas Munier, il y a beaucoup de réflexions, je sais pas comment on pourrait appeler ça, je sais pas, méta un peu, sur l'art, sur le positionnement des artistes, sur la signification de tout ça, le média, etc., le jeu de rôle, mais même c'est un peu plus large, je dirais. Transverse. Ouais. Et il y a quelque chose qui revient souvent, on va dire, une idée que tu défends un peu de la créativité pour toutes, enfin que tout le monde peut être créatif, c'est un peu une idée qui revient souvent. Et, du coup, j'avais une citation pour toi, parce qu'ici, on est sur un Est-ce que c'est une podcast. citation de Steve Jobs? Non, ah bah non, on est sur un podcast anarchiste, donc c'est une citation de Louise Michel. Euh,
Louise Michel qui écrivait, Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût artiste. Je ne sais pas ce que tu penses de cette citation, ce que ça t'inspire. Belle maîtrise du subjonctif. Euh, on voit la maîtresse d'école. Oui, bah, je pense que une des réflexions récurrentes que j'avais dans les articles sur la créativité, bon, je précise que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tout simplement parce que Oui. j'estime que j'ai fait un peu le tour de cette question. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à me répéter, j'ai arrêté, quoi. Mais il y a beaucoup j'écris pas mal de choses sur la créativité, ouais. Et grosso modo, je pense qu'il y a un truc très moderne ou postmoderne qui est un rapt qui a été fait, je pense, sur la créativité, quoi. Dans le sens où c'est vu comme étant un truc d'élite. Euh, et voilà, tu vois, d'un côté, on pourrait se dire avec les moyens modernes de diffusion, tout ça, enfin, voilà, tu peux faire de la musique avec Pro Tools, enfin bref, c'est hyper facile de produire. Il y avait un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui disait qu'il y a plus d'artistes dans le sud, dans la banlieue de Manchester que dans toute l'Italie de la Renaissance, tu vois, des Oui. choses comme ça, quoi. Donc mais globalement, on se dit que c'est réservé à des gens qui auraient du talent et qui auraient de la visibilité, qui auraient des boîtes de production derrière eux pour les mettre en avant, tout ça, machin, et que c'est pas, bah tiens, là on va beaucoup parler de jeux de rôle, donc je pense qu'on a parlé de loisirs. Et en fait, je pense que plus personne ne voit la créativité comme un loisir, tu vois, par exemple. C'est un truc qu'il faut faire sérieusement ou ne pas faire, quoi. Et c'était un peu contre cette chose-là que je voulais me battre, en fait, dans le sens où, justement, ce rapt de la créativité, je trouve assez délétère. Et l'idée majeure derrière là, c'était que être créatif, c'est s'exprimer, en fait, et exprimer sa voix singulière, quoi. Et donc, si on considère que la créativité, c'est un truc d'élite, eh bien, juste, ça veut dire c'est plus ou moins choisir de se taire, quoi. Enfin, renoncer à s'exprimer, quoi. Et je pense que c'est assez délétère à la fois pour soi-même, en fait, ce truc-là de refuser de s'exprimer. Et je pense également que c'est délétère, en fait, pour le collectif, en fait. Puisque du coup, si on est sur un collectif où il y a seulement une élite qui exprime son ressenti, ses idées et tout, je vous fais pas un dessin sur le fait que je pense que ça pose problème, quoi. Ouais, ouais, absolument. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de la généralisation des moyens de production et de diffusion aussi. Et je sais pas, je vais un peu faire un but contre mon camp, ou me faire l'avocat du diable, ça dépend comment on voit les choses. Mais il y a un truc qui aide dans le fait que, euh, comment dire, ce qui est le plus diffusé et le plus produit, le plus visible, ce soit des choses qui sont choisies par une minorité finalement. Tu peux appeler ça une élite, mais en fait, bon, ça dépend quoi. Mais c'est que, en tant que, je sais pas comment dire, on pourrait dire consommateur de médias ou amateur d'art, je sais pas comment tu pourrais, quel serait le bon terme, mais ça te fait une présélection quelque part. Parce que le truc, c'est que quand tout le monde. Moi, je pense que c'est bien que tout le monde produise et s'exprime, mais c'est difficile de naviguer dans une galaxie où il y a tout le monde qui s'exprime. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un truc. C'est pas tant le fait que ce soit sélectionné par une élite ou quoi qui aide à consommer. Je me demande si t'as pas d'autres aussi, si tu pourrais pas avoir d'autres moyens de sélection. Moi, je pense à un truc Ouais. notamment qui est un truc tout bête, mais qui est la sélection géographique. Ce que t'as pas du tout avec Internet, puisqu'Internet, t'as des choses qui arrivent chez toi du monde entier. Mais peut-être que, s'il y a des gens qui produisent à côté de chez toi, que tu sors de chez toi, euh, peut-être que tu as des lieux près de chez toi où se rassemblent ces gens, etc. Ça, c'est aussi un moyen de pas être submergé, tu vois, par tout ce qui est produit et, et de t'intéresser déjà à une sous-sélection des choses. Je sais pas, je sais pas si j'arrive à exprimer clairement mon ressenti vis-à-vis de ça ou je sais pas si c'est une crainte.
Euh, Euh, Sinon, c'est intéressant ce que tu dis. J'aurais plusieurs choses à réagir si je peux. Bien sûr, vas-y, je t'en prie, c'est fait pour. Euh, En fait, il y a plusieurs choses. Bon, il y a, premièrement, bah, déjà, sur Internet, comme ailleurs, tu as ce truc-là de, effectivement, tu te dis, bah, on est en concurrence avec tout le monde et tout. Après, moi, personnellement, je pense pas que ce soit les petits poissons, en fait, qui fassent concurrence, quoi. C'est plutôt, à nouveau, les élites créatives qui sont favorisées par l'algorithme, par les boîtes de production, tout ça, machin et tout. C'est pas... Enfin, voilà, c'est... moi, quand je fais une vidéo, elle fait moins de 100 vues, mais c'est pas le vidéaste d'à côté qui fait moins de 100 vues qui me fait concurrence. Ouais, ouais, C'est le clairement, vidéaste qui fait 100 000 vues, en fait, qui me fait concurrence, tu vois. on est C'est d'accord. lui, en fait, la véritable... Enfin, c'est les espèces de grosses baleines, en fait, qui sont une véritable concurrence pour la petite création, quoi. Donc, je pense que ce serait délétère de se dire, ah oui, mais en fait, parce que mon voisin, lui aussi, il fait des trucs, ça me nuit. Non, en fait, je pense que ceux qui nuisent à ta diffusion, bah, c'est ceux qui trustent en fait le sommet des audiences, quoi, avec le fameux, ce qu'on appelle l'équilibre de Pareto, quoi. C'est-à-dire que, bah, grosso modo, the winner takes it all, quoi. Enfin, la visibilité, elle est accaparée par 1%, quoi. Mm. 1% des créatifs, quoi. Euh, Tu as dit une chose, mais ça c'est vraiment intéressant, c'est effectivement redévelopper la créativité en local, tu vois, d'où l'importance des conventions, des foires, d'organiser des petits trucs en local et tout. Et donc ça, c'est un peu, il faut un peu se désintoxiquer d'Internet, mais aussi se désintoxiquer, tu vois, bah en fait, il faut que j'aille au Festival des Jeux de Cannes, ou il faut que j'aille, je sais pas quoi, à Paris et Ludique, ou tu sais, faut que j'aille au gros truc et tout. Bah non, en fait, peut-être plus intéressant de faire les petites conventions de ta région, tu vois. Personnellement, j'essaye de pas- plus trop sortir de Bretagne. Bon, pour des raisons environnementales aussi, je pense que c'est mieux, quoi. Et effectivement, un peu plus cultiver un terreau local. Euh, En plus, il y a plus une relation comme ça de pair à pair avec les autres créatifs, quoi, parce que t'es pas, voilà, on est en plus entre nous, quoi. Donc il y a clairement une localité à recréer, quoi. Et, un tissu artistique à faire, quoi. Mais tu vois, dans mon patelin, il y a plein d'artistes dans mon patelin, quoi. Il y a moins de 2 000 habitants, hein, dans mon patelin. Bah, je collabore pas avec eux, je travaille pas avec eux, je change pas avec eux et tout, alors que des fois, enfin, je fais plus trop souvent, mais je vais monter à Paris où je vais collaborer avec des gens via Internet, tout ça, machin. Donc, en fait, on n'est pas. Enfin, il y a vraiment ce. Moi, j'ai pas mal de respect à ceux, pour celles et ceux qui arrivent à vraiment me reconnecter comme ça avec leur père en création, mais vraiment sur du local, quoi. Euh, et évidemment, c'est pas facile parce qu'on n'a pas le temps, puis les autres n'ont pas le temps non plus, parce que tout le monde est accaparé dans des relations longue distance, quoi. Ouais, puis je pense qu'on est poussé à ça aussi en fait. Je pense on est poussé à pas non plus se réintéresser plus horizontalement et plus proche de nous. C'est-à-dire qu'au quotidien, la facilité qu'on a quand on bosse ou quand on a des occupations fortes, c'est d'aller voir sur Internet qu'est-ce qui fait des trucs qui t'intéressent là à l'heure actuelle. C'est toujours Ouais. plus simple que de sortir dans ta rue parce que ça va te prendre 2 heures au lieu de te prendre 10 minutes de taper 3 mots dans un moteur de recherche. Donc je pense que on nous pousse. Alors quand je dis on nous pousse, il n'y a pas une théorie, Ouais. une théorie du complot des gens qui nous mettent là-dedans, hein, mais on est poussé, je pense, à travers le capitalisme entre autres, mais de toute façon toujours plus d'individualité, d'individualisme, et donc moins d'ouverture vers du local. Je pense que Hmm. se réorganiser sur le local, c'est effectivement nécessaire et fondamentalement anticapitaliste. Bah, il y a un paradoxe bah, moderne qui fait que c'est nettement plus facile en fait de faire des collaborations longue distance que des collaborations courte distance. Par exemple, j'avais essayé de faire un podcast s'appelait Le dé sur le cœur où je m'étais dit bah en fait je fais en local avec des gens que je connais bien, qui habitent pas trop loin, tu vois, dans un rayon une demi-heure de bagnole, tout ça. Bah, en fait, on n'arrivait jamais à trouver des créneaux qui matchaient, tout ça, machin. Et puis, bah, du coup, les gens, ils se posaient aussi des problèmes de légitimité. Ouais, mais est-ce que je suis légitime de parler à ça? Et tu dis, bah, sur Internet, effectivement, c'est plus facile. On se calme. Tu vas forcément trouver des gens qui sont, entre guillemets, légitimes dans leur discours, on peut caler plus facilement une soirée en ligne plutôt que de faire une demi-heure à 1 heure de bagnole pour se retrouver. Enfin, bref. Et donc, voilà.
Et je finis juste sur, il y a aussi la notion de public qui est super importante hein, dans ce truc de la créativité pour toutes. Et ça, c'est la vérité la plus dure à entendre. Enfin, j'ai déjà un peu dit, mais voilà, quand j'écris un article, généralement, j'ai moins de 20 vues sur l'article, ou en tout cas, au début, quoi. Et, je fais une vidéo, il y a très peu de chances que je dépasse 100 vues, quoi, sur une vidéo, et ainsi de suite. Tout ce que je fais a très peu de visibilité, bon, je suis loin d'être le seul. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc, une pilule très, très dure à avaler, de se dire, bah, en fait, tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps et tu vas peut-être pas rencontrer ton public, en tout cas pas un grand public. Et du coup, il y a tout un travail de se contenter, en fait, bah, de ce qu'on a, en fait, du public qu'on a, d'avoir de la gratitude pour les quelques personnes qui suivent ton boulot, quoi. Et pas trop regarder les milliers, voire les millions de vues que font les concurrents, quoi. Et ça, c'est la pilule la plus dure à avaler. Enfin, moi, tu vois, mentalement, je me dis qu'il faudrait accepter, mais j'y arrive pas. C'est très dur après, tu vois, après maintenant, sur Milvaux, par exemple, 20 ans de carrière, d'avoir toujours aussi peu de visibilité, ça fait mal au bide, hein, c'est évident, quoi. Tu dis que ça décollera jamais, et puis bah, il faut dire, bah tant pis, fais ton sillon et tout, quoi. Fais ce que t'aimes, fais-le pour les quelques personnes qui aiment ça, quoi. Ok, bah c'est super. Ok, bah il y a plein de trucs sur lesquels je peux rebondir là, mais il y a deux choses qui m'intéressent d'ajouter là-dessus. Euh, je- Il y a peut-être une réponse. Comment dire? C'est peut-être pas une réponse, mais une remarque théorique à rajouter à ton histoire de public et de visibilité, de nombre de vues, si on réduit ça à des algos internet. Et il y a aussi. J'ai aussi un truc peut-être plus personnel aussi à dire là-dessus, mais euh, je vais attaquer par la théorie, et je pense qu'il y a un gros biais là-dedans. Euh, C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, il y a 100 personnes qui ont écouté mon podcast ou vu ma vidéo, ou même peut-être tu dis moins de 100, mettons il y a 50 personnes qui ont vu une vidéo. Évidemment, dans un monde globalisé avec une visibilité sur Internet où tu es censé atteindre potentiellement, alors nous c'est la francophonie, donc déjà c'est moins de gens, mais on va dire potentiellement au max à peu près 6 milliards de personnes, quoi. Ça paraît ridicule. Après, je pense que c'est rare dans ta vie, tu vois, dans ta vie réelle. Je sais pas quelle est ta vie, peut-être. Peut-être t'es maître de conf et tu parles à 200 personnes tous les jours, je sais pas, tu vois, dans une autre vie. Mais, euh, mais c'est rare dans ta vie que tu parles à 50 personnes et qu'elles t'écoutent déjà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut remettre les choses en perspective aussi. Euh, Quand on a, si je prends l'exemple de ce podcast, alors après, bon, on a eu de la publicité autour, on a été, la publicité, comment dire, une sorte de promotion par des gens qui nous connaissent et qui ont un petit peu plus de peut-être de visibilité que nous, tu vois, le DCC et autres, pour pas les citer. Mais, et du coup, ça nous a aidé à avoir plus de vues, mais moi je trouve ça déjà fou, je sais pas que, tu vois, l'avant-dernier épisode, il y a eu 150 vues, je trouve ça complètement dingue. Si je parlais, je sais pas, si j'avais essayé de, comment dire, de trouver un autre moyen, peut-être plus classique, d'organiser une conf ou même je sais pas, une petite convention ou quelque chose comme ça autour, c'est là en l'occurrence c'était sur le cyberpunk, jamais il y aurait eu 150 personnes qui auraient entendu Brocknar et moi parler de cyberpunk, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que si on imagine que si tu fais 100 vues par semaine, ça veut dire que c'est comme si tu avais un cours en amphi, à chaque fois tu avais 100 personnes dans l'amphi. Bon, bah, c'est vrai que c'est. Si ta voix, elle porte, effectivement, quoi. Il faut se faire ce travail, mais du coup, de revisualiser, en fait. C'est ça le problème aussi de la créativité en distanciel et tout, quoi, hein. Il faut réussir à remettre de l'humain derrière ces chiffres, ces stats et tout. Ou ne pas regarder les stats, hein. Par un moment, c'était mon credo qu'il fallait pas regarder les stats et tout, mais bon, j'arrive pas à me désintoxiquer de ça, donc je regarde quand même, quoi. Bien entendu, mais Mm. c'est fait pour et enfin, c'est difficile de s'en abstraire, c'est Ouais. même impossible, je pense. Oui. Ah, surtout que le problème, c'est que
si tu regardes trop les chiffres, ben, tu as tendance à dire en fait, il faut que je fasse tel format. Enfin, sur les vidéos jeux de rôle, la vidéo qui a fait le plus de vues, et je me demande si c'est pas la vidéo qui a suscité le fait que. Je pense que c'est la vidéo qui a suscité qu'on se rend compte là. C'est la vidéo sur le jeu de rôle maison. Elle a fait plus de 500 vues. Et c'est parce que c'est un clash, en fait, tu vois. J'en Mm. fais pas, j'aime pas faire des clashs. Enfin, je trouve ça un peu. Enfin, c'est racoleur, quoi. Bon, bah, j'en ai fait un. Bah oui, ça a marché. D'un coup, il y a eu beaucoup plus de vues, quoi. Ouais, Et j'aurais fait le même sujet, tu vois. J'aurais parlé du jeu de rôle maison, mais sans clasher les trois trolls et tout. Ben, c'est pareil, j'aurais fait moins de 100 vues, comme d'habitude, quoi. ouais, alors, Et donc, bon. juste pour corriger un truc et rester factuel, mais bon, tu le savais pas, mais tu pouvais soupçonner ça si tu voulais. Moi, j'avais projeté de t'inviter avant qu'il y ait cette vidéo, quoi. Voilà. Ton nom était en haut de la liste. Ton nom était dans notre liste. T'étais listé depuis un moment, donc parce que Super, c'était pas pour voir du sang que vous m'avez invité, alors. non, non, pas du tout. Et Sinon, je suis prêt, hein, je peux clasher tout, tous les après, rôlistes, de croc, c'est parti. Là, en plus, on va tous s'y mettre. ah mais ouais, sinon pour être peut-être plus sérieux au Vous pouvez sujet de cette l'inviter, hein, il vidéo. répond à toutes les invitations, il a dit, hein. Ah ouais, Ah non, mais ça ira. ça va. Euh, ce sera pas nécessaire. Euh, ouais. Alors par contre, moi j'ai une petite remarque sur cette vidéo, pas sur le contenu. On va pas relancer le débat, c'est pas le but. Même si après je voulais parler de Do It Yourself, donc on va sans doute en parler. Euh, mais du coup, cette vidéo, moi je la trouve aussi, en dehors du fait que ce soit un clash, je trouve qu'elle ressort. Alors je dis pas que tes autres vidéos sont pas bien, mais je trouve qu'elle ressort dans tes vidéos parce que, bah, quelque part, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais on sent que ça t'a un petit peu énervé, on va dire titillé, voilà, pour pas dire énervé, parce que c'est plus péjoratif. Mais, et du coup, bah, t'as un côté, t'as une énergie et un côté incisif dans cette vidéo, je trouve, qui la rend plaisante à regarder aussi, quoi. Où ça se mêle à ta, euh, bah, je veux dire, les côtés argumentaires et rhétoriques que tu as habituellement, qui sont solides par ailleurs. Mais du coup, bah voilà, moi je... je suis pas en train de te dire faut que tu t'énerves dans tes vidéos, mais je trouve que bah, C'est bon, on fait un clash toutes les semaines maintenant. ça ajoute un truc en plus. Moi je pense que le fait qu'on soit un peu contrarié ou titillé des fois sur des sujets, ça peut avoir un effet intéressant sur l'énergie qu'on met à se défendre et à s'exprimer, et je pense que ça ressort un peu dans ta vidéo. Voilà. Quand tu parles un peu avec tes tripes, là, ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Je suis d'accord. C'était- Moi, je suis d'accord. Je parle souvent avec mes tripes. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Bref. Ouais. Mais bon, voilà. Donc oui, bon, après comme tu dis, sans doute, Le sans sang. doute que le clash fait plus de vues. Euh, L'autre tour que je voulais te faire sur la visibilité et le public. Donc je t'ai dit que c'était un cas perso, donc perso de temps en temps je sors des JDR, tu vois. Et je les distribue, alors on pourra en parler après de la gratuité, mais je les distribue pas forcément gratuitement. Il y en a que j'ai très peu vendu, tu vois. Et où je me suis dit, bah, en fait, ce jeu, rien que pour le playtester, je l'ai fait jouer, mettons, à une vingtaine de personnes. Ok. Et après, j'ai vu, je sais pas, j'en avais vendu 6 ou 7. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'ai fait l'effort d'en faire quelque chose de euh, publiable? Parce que si j'avais été jeu MJ, comme tu dis, c'est-à-dire que le jeu était MJO, ouais. MJ jeu, pardon. Le jeu était resté dans ma tête, mais était quand même fini. Hein. Moi, je considère qu'un jeu qui est dans ta tête, si tu le maîtrises, il est quand même fini. Alors, certes, c'est un MJ jeu, il n'est pas euh, facilement transmissible, mais c'est quand même un jeu jouable et terminé. Euh, Bah, du coup, on parlait d'audience et du nombre de gens que tu touches. Bah, j'en touche plus par moi-même en faisant jouer les gens qu'en essayant de diffuser le jeu, tu vois. Donc là, ça fait mal. Tu parlais de trucs qui peuvent. Euh, Ça fait mal, pas parce que. Pas. C'est pas tellement d'en distribuer ou d'en vendre peu qui fait mal, c'est plus de te dire bah, j'ai mis de l'effort pour finalement. J'ai mis beaucoup d'efforts pour finalement obtenir
que je sois pas vraiment plus écouté, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, puis en plus, il y a une sorte de paradoxe que j'ai constaté perso en faisant les conventions, en fait. C'est que, après, je suis peut-être un cas isolé, hein, j'en sais rien, mais je pense que c'est reproductible quand même, mon expérience. C'est que quand tu es régulier sur les conventions, les gens n'achètent pas tes jeux parce qu'en fait, ils peuvent t'avoir toi en tant que MJ, en fait. Ok. Voilà, c'était Et pas un donc, cadre de convention, mais je vois ce que tu donc veux tu dire. vas dire, tu vois, par exemple, bah, ça sert à quoi que j'achète un jeu 1000 veaux si une fois par an, je peux trouver Thomas Meunier en convention et tout. Et donc, il y a des moments où je me dis, ouais, en fait, si tu veux vendre tes jeux, en fait, il faut limite pas aller en convention et tout. Enfin, ça fait rare, tu vois. Parce que, tu vois, je suis assez disponible en convention. Puis aussi, bah, j'anime des parties, tu vois, enfin, chaque semaine, j'anime une partie sur Internet, quoi. Bon, après, il faut être dispo en journée, en semaine, quoi. Mais si t'es dispo les vendredis après-midi, tu peux venir jouer avec moi. Donc c'est pareil, c'est ce qu'il y a plein de gens que je fais jouer comme ça vendredi après-midi, gratuitement, hein, je précise. Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas le faire, hein, parce qu'il y a un moment, je me suis dit, bah, quand même, Thomas, enfin, il y en a marre que ce soit uniquement ton épouse qui ramène du pognon à la maison et tout. Ouais. Faut que tu lui ramènes un peu de pognon à la maison et tout. Donc, je me suis dit, je vais faire des prestations, tu vois, de MJ payant, quoi. Et en fait, j'ai pas réussi à abandonner l'idée d'aller en convention, de faire mes parties du vendredi après-midi. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, le Thomas gratuit, il fait concurrence au Thomas payant, tu vois. Ah, Et ça... c'est une catastrophe. Bon, là, le Thomas gratuit a gagné, hein. C'est super que tu dis ça, ça me fait une super transition pour l'autre sujet. J'avais mis un autre sujet avant, mais c'est pas grave, on va faire un saut puis on reviendra après. Sur la gratuité. Et c'est intéressant que tu parles de cette histoire de concurrence, parce que moi j'avais une question un peu euh, provocatrice pour toi peut-être. Toi tu fais pas mal de contenu gratuit, et puis tu viens de nous dire que même tu faisais des Ouais. sortes de prestations gratuites finalement. Mhm. Et perso j'ai une approche de la gratuité, alors ça dépend. Des fois, si j'ai mis pas beaucoup d'efforts, je me dis je le donne gratuit, parce que voilà, j'ai pas le cœur à faire payer les gens pour quelque chose euh, qui a pas impliqué beaucoup d'efforts de ma part, etc. Par contre, quand je mets beaucoup d'efforts, je me dis, il y a d'autres gens qui essaient de vivre de la création de jeux. Et si moi, je distribue des choses dans lesquelles j'ai mis beaucoup d'efforts et qui donc sont potentiellement, alors je dis pas du tout que c'est le cas, mais qui sont potentiellement d'un même niveau de qualité, on va dire, Mhm. ça se discute bien entendu, hein, je dis pas que ce que je fais En termes de produits, en tout cas, et ouais. de qualité professionnelle, mais Mm. d'un niveau de qualité qui est comparable à des gens qui vendent des choses et qui essaient d'en vivre, des jeux et qui essaient d'en vivre. Est-ce que si je donne tout ça gratuit, je leur ferai pas une sorte de concurrence déloyale, tu vois, finalement. Genre, je dis bah non, vous aurez pas d'argent et vous en vivrez pas parce que moi je fais quelque chose qui est d'une qualité comparable mais que je donne. Bah ça, c'était un propos notamment que Romaric Briand avait eu sur un podcast. Alors, il a un peu redit la même chose dans Les Trois Trolls, mais il l'avait dit longtemps avant dans un vieux podcast de la cellule et tout. Il avait dit, et il m'avait name droppé, hein. Et donc, il avait dit, ouais, Thomas Munier, il diffuse ses jeux en gratuit et tout. Et il disait, bon, en fait, les jeux gratuits, ils font concurrence aux jeux payants. Et puis, pour le coup, moi, j'ai tendance à diffuser des jeux en gratuit qui m'ont pris une masse de temps considérable, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un PDF vite fait, quoi. Enfin, Ouais, ouais. j'ai diffusé en gratuit des trucs qui m'ont pris beaucoup de temps et des fois même qui m'ont pris de l'argent. C'est arrivé que je paye des illustrateurs et puis que je diffuse quand même le truc en gratuit, quoi. Ok. Et donc, mais je suis pas d'accord avec Romaric quand même. C'est pas les jeux gratuits, fussent-ils de qualité énorme, qui font concurrence aux jeux payants. C'est les jeux payants qui font concurrence aux jeux payants. Parce que en fait, au final, c'est le nombre de billets que tu as dans ton porte-monnaie qui va décider ce que tu prends comme jeu payant. Donc, et puis à nouveau, mais ça, c'est le drame du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, tu ne vois l'autre que comme un concurrent, en fait. C'est catastrophique, en fait. Le problème, c'est pas qui fait des jeux gratuits et qui fait des jeux payants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de revenu de base universel, quoi. C'est ça le véritable problème, en fait. Tu vois, du coup, on se déteste les uns et les autres en tant que créatifs. Si tu devrais admirer, en fait, les autres créatifs
Et au lieu de ça, tu les détestes parce que lui, en fait, son modèle économique fait que moi, j'ai pas la visibilité que je mérite et ainsi de suite. J'ai pas le revenu que je mérite. C'est une catastrophe. Ok, ok. Alors, je comprends tes arguments. Par contre, je me reconnais pas quand même dans le portrait que tu dresses des. Enfin, moi, je déteste pas les autres créateurs, etc. Tu vois. Euh, mais je Ah, suis d'accord. vous m'avez demandé d'être outrancier, j'y vais. Non, mais c'est bien, ça fait du. Ça Rempli le cahier fait... des charges. on a du clash en live, ça fera de l'audience. Non, mais là où je te rejoins, là où je trouve que c'est un bon argument, j'essaie de reformuler, mais c'est peut-être pas ce que tu me dis. Mais une objection que tu me donnes, c'est qu'en fait, en essayant de pas, quelque part, de pas faire de la concurrence déloyale à ceux qui essaieraient d'en vivre, finalement, je reconnais la concurrence. Or, je devrais abandonner l'idée de concurrence. Quoi. Je devrais pas aller vers cette idée, puisque l'idée, c'est qu'on soit pas création contre création, mais qui est un peu de la place pour tout le monde, entre guillemets. Quoi. Est-ce que je reformule correctement ton objection, ou c'est pas ce Ouais, que tu c'est veux dire? ça en fait, qu'il y a un peu plus de fraternité Ok, ok. entre créateurs, quoi. Enfin, Bah, je comprends je comprends ouais. cette objection. Je trouve que c'est une bonne objection. Après, moi, j'ai pas l'impression, tu vois, c'est pas. Alors, bah, j'ai peut-être tort, hein, tant pis. Mais c'est pas mon intention. J'ai pas l'impression de. euh, comment dire? Que c'est mon intention, quoi, si tu veux. Mon intention, c'est pas de me Ouais. mettre en concurrence avec les autres. Justement, alors, je dis ça sans mauvaise foi, hein, on a l'impression que je tends un Ouais. truc, mais justement, c'est peut-être une considération plus matérialiste, voilà. Je me dis, les gens qui vendent et qui essaient de manger grâce à ça, c'est pas cool qu'il y ait des gens à côté qui fassent la même chose gratos, tu vois. Mais dans un cadre vraiment... Après, je comprends que c'est pas idéal, ce que les propos que t'as... Moi, Ouais, mais après, c'est pas cool, mais moi, je paye le prix de faire du gratuit. C'est-à-dire que j'ai pas de revenus, tu vois. Donc, bien sûr. la personne qui se fait le plus baiser dans l'histoire, c'est moi, quoi. C'est pas mes concurrents qui font des trucs payants, quoi. Parce que en bout de chaîne, mon chiffre d'affaires par mois, c'est moins de 200 balles, quoi. Parce que grosso modo, c'est essentiellement les dons, un petit peu de vente. Donc, le fait de faire gratuit, pay what you want, à pas cher et tout, le premier que tu choisis de brider, de brimer, c'est toi. Bon, après, je suis pas, je suis, effectivement, peut-être, je comprends que ta vision elle soit différente si toi, je connais pas ta vie, mais supposons que tu as un salaire et tout, que tu as, un revenu en dehors de la création. Je comprends un peu Oui. plus que tu te poses cette question-là, bien sûr. Mais moi, je partirais enfin, je m'identifie au lumpen prolétariat. Je veux dire, Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais enfin, je Ouais. fais concurrence à qui, quoi? Enfin, sérieusement, enfin, c'est moi qui perds le plus dans l'histoire, de toute façon. Donc, C'est marrant parce que ça on m'a. s'en fout, quoi. Effectivement, j'ai un revenu à côté. Et ce fait-là a plutôt fait naître en moi la réflexion inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, j'ai une relative sécurité financière d'un côté. Du coup, bah, je devrais, ce que je fais finalement sur mon temps à côté, je devrais le distribuer gratuitement, tu vois. J'ai eu exactement le raisonnement Bah, inverse. tu vois, à la rigueur, enfin, après, oui, on pourrait retourner le truc. C'est si tu as un salaire, à quoi ça te sert de faire payer tes créations alors que de toute façon, tu as déjà un moyen de subsistance? Pourquoi tu mets un paywall, tu vois? Oui, Pourquoi oui, tu as rendu c'est ce que fin je de dis, oui. mois et Ouais, tout? Ouais, c'est ça, quoi. ouais. Donc, mais bon, c'est un problème, c'est une sorte de problème à trois corps, un peu difficile à résoudre, quoi. Il y a forcément quelqu'un dans l'équation qui perd, quoi. Non, non, mais c'est intéressant. Je voulais vraiment ta vision de ce truc-là et je pense que tu l'as exprimé clairement et c'est super intéressant. Et ça me fait réfléchir. Demain, tout est gratuit sur moi. Sur Voilà, mon iTunes bien Market. joué. Voilà. Après, il y a gratuit et gratuit, tu vois. Romaric Briand, encore lui, au début de sa carrière, donc il était vraiment à fond sur justement l'art doit être gratuit, tu vois, doit être accessible pour tous et toutes. C'était vraiment son credo. Enfin, moi, je me suis totalement inspiré de lui. Hein. Faut dire, il n'y aurait pas eu Romaric Briand, j'aurais peut-être pas pris ce chemin-là, quoi. Et mais il allait tellement loin dans son idée que ces bouquins-là, les premiers Sens Renaissance, donc il les faisait imprimer à ses frais et il les filait gratos, quoi. Donc en fait, il perdait carrément de l'argent, tu vois, c'était pas juste je te vends un prix coûtant ou alors c'est des PDF gratuits. Donc, et du coup, je trouve que il a tellement perdu de thunes dans l'opération que je pense au bout d'un moment, ça l'a un peu.
bah, ça l'a remonté contre le gratuit, quoi. Après, moi aussi, j'en reviens. Enfin, je veux dire, euh, là, l'année dernière, j'ai fait publier Marche Branche et Ouais. tout. Et aujourd'hui, je vois bien que le modèle de la gratuité, il a ses limites. Euh, et c'est pas que la gratuité, c'est aussi le format, en fait, de distribuer du PDF ou de l'impression à la demande. Tu ne trouves pas ton public, et puis les finitions sont pas au rendez-vous non plus. Donc, moi, à l'avenir, j'ai quand même envie de collaborer beaucoup plus avec des éditeurs dans la mesure de mes dispos, parce que en fait, aboutir un projet éditorial, ça demande vraiment beaucoup plus de temps que juste balancer un PDF vite fait, quoi. Euh, et en fait, le temps, c'est vraiment la ressource qui me manque le plus, quoi. Malgré que j'ai pas de boulot, hein. Mais grosso modo, Ouais, je comprends bien. c'est, j'ai vraiment pas de temps pour aboutir des projets éditoriaux ambitieux. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais ressortir un bouquin de l'ambition de Marche-Branche comme ça chez un éditeur, même si c'est mon vœu le plus cher, quoi. Mais je vois bien que avance à pas d'escargot sur mes projets et tout. Et donc, voilà, quoi. Mais il y a un truc, parce que tu parlais de paywall et tout, mais des fois, il y a ça aussi, moi j'ai l'impression inverse des fois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu donnes les trucs, donc gratuitement, c'est la palissade, euh, eh ben, ils sont moins, des fois, ils sont moins lus et joués que les Mais ouais, trucs, ouais, mais payants. Bah parce que les ça, c'est trucs, une bah, catastrophe. déjà, il y a une logique Ouais, là-dedans, ouais. parce que les trucs payants, il y a Parce que les gens sont matrixés, en fait. Ouais, oui, parce que les gens, il y a une histoire de, comment dire, les gens, ils accordent de la valeur à quelque chose qui a un prix et moins à quelque chose qui est gratuit, voilà. Il y a Oui, oui, ça, il y a aussi, évidemment, comme les choses qui ont un prix sont des choses qui ont eu des coûts à produire, derrière, il y a une publicité autour, etc. Donc, oui, puis tu as le syndrome voilà. des coûts irrécupérables, c'est-à-dire que tu as acheté ton JDR 100 balles, ben, tu vas le lire et tu vas le jouer parce que tu dis j'ai mis 100 balles dedans et tout. Tu les récupéreras jamais, tes 100 balles sont perdues à jamais. Mais bon, tu dis quand même, il faut que je rentabilise mon achat, quoi. Ouais. Tandis que, évidemment, Romaric Briand, il t'a filé un sens Renaissance gratos et tout. Bah, c'est ce que ça fait 15 ans qu'il est dans ton étagère. Euh, mais ça, en tant que public, en tant que consommateur de jeux de rôle, bah, il faut se rééduquer, enfin, entre guillemets, se rééduquer. Enfin, je trouve un meilleur terme. Il faut Ouais, je comprends. réinventer son rapport au JDR, quoi. Et puis, quand tu utilises Linux, tu comprends qu'il y a des choses gratuites qui sont infiniment plus qualitatives Oui, bien sûr. que des choses payantes, en fait. L'expérience Microsoft, par rapport à l'expérience Linux, en tout cas, de mon point de vue, c'est le jour et la nuit, quoi. Et donc, mais après, au niveau, pour revenir sur le jeu de rôle, tu as des problèmes de format, en fait. C'est-à-dire que, Oui. bah, typiquement, tu télécharges un PDF gratos, tout couleur de 400 pages et tout, bah, tu vas jamais le lire, tu vas jamais l'imprimer et tout. Et finalement, c'est quelque part beaucoup plus simple d'acheter un livre en boutique. Ça reste un format, pour la plupart d'entre nous, qui est plus facile à utiliser, en fait. Le livre physique, quoi. Euh, et donc, ça veut aussi dire que les formats gratuits euh, doivent être des formats différents. Si je prends l'exemple des Sylvonautes, là que je viens de sortir, c'est un jeu qui n'a pas d'intérêt en livre imprimé. Parce qu'en fait, c'est quoi les Sylvonautes? C'est des livrets de personnages que tu dois imprimer, tu dois cocher, tout ça. Et donc, si tu mets ça dans un livre, ça n'a pas de sens, en fait. Ça a vraiment de sens que en print and play, quoi. Et donc, après, on pourrait, tu vois, on peut faire un jeu print and play avec un paywall et tout. Ça se fait, quoi. Tu le mets sur Itch.io, les gens ils se payent 5 balles pour l'avoir. Après, ils diffusent leur copie, parce que bon, tu fais jouer tes copains et tout. Donc, tu diffuses ta copie à tes copains et tout. Mais bon, globalement, c'est quand même un format qui est plus adapté à la gratuité, où moi, je fais beaucoup de. Il y a beaucoup de mes jeux, j'ai mis sur des tables aléatoires numériques, tu vois, sur Chartopia notamment et tout. Donc, ils sont en format internet et tout. Et du coup, bah, en fait, après, tu pourrais à nouveau mettre un paywall là-dessus, c'est-à-dire, bah, en fait, au lieu que ce soit un format internet, ce serait une appli que tu télécharges et tout. Bon, déjà, je ne sais pas coder d'appli,
Mais bon, grosso modo, dans l'état où c'est des jeux qui ont du sens et une véritable praticité en tant qu'objet gratuit, quoi. Et effectivement, c'est compliqué de se mettre en... Donc, il y a aussi une notion de format à penser, quoi, bien sûr. Ouais, ok, bah, c'est super intéressant. T'as quelque chose à rajouter, Brocknar, là-dessus? Ou je change de sujet sur la Non, gratuité? non, sur la gratuité, pas grand chose à ajouter. T'as juste fait appel à une notion de lumpen prolétariat, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est le prolétariat du prolétariat, c'est une espèce de prolétariat déclassé. Alors après, selon à qui on en parle, à des marxistes, à des anarchistes, les avis divergent un peu, mais voilà, pour faire simple, c'est ce qu'on pourrait appeler le sous-prolétariat, mais même si ce terme est absolument. Déjà, lumpen prolétariat, je peux être fan, mais bon, voilà, c'est décrit comme ça. Allons-y. Merci pour cette précision. Euh, ok. Bah, du coup, bah, c'est un petit peu lié. Je voulais aussi parler des aspects do it yourself et bah, du côté. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans que je vois. Donc, le do it yourself, ça nous intéresse parce que on voit là-dedans. Bah, c'est quelque chose qui est très anarchiste aussi, un peu punk aussi. Voilà, c'est une approche punk que je trouve intéressante. Se dire qu'on va faire les choses soi-même. Et il y a le côté un peu homme ou femme, orchestre, quoi. C'est-à-dire, bah, tu vas t'occuper de rédiger ton jeu, de le mettre en page, éventuellement de faire des illustrations, de le diffuser aussi. Euh, et avec l'idée que, bah, forcément, tu peux pas être doué dans tous ces domaines-là. C'est beaucoup pour une personne. Et t'as l'approche punk de te dire, bah, c'est pas grave, je sais pas faire, mais je vais essayer quand même, proposer des choses, etc. Donc voilà, bah, c'est quelque chose évidemment bah, qu'on retrouve dans ton travail. Tu viens d'en parler, donc voilà, il y a des choses que tu proposes tout seul, sous différents formats, gratuitement, etc. Euh, des choses que tu as auto-éditées, je sais pas si tu as auto-édité du papier ou pas. Si, si, j'ai plein de bouquins sur Lulu. Lulu, en fait, Ah, hein. c'est sur Lulu, Ouais, ouais, t'as ouais. les bouquins sur Lulu. Et donc, pendant très longtemps, en fait, ils ont été à prix coûtant. Mm. Donc, c'était pas vraiment gratuit, mais bon, entre guillemets, voilà, ça coûtait, c'était vraiment pas cher, quoi. C'était à prix coûtant. J'ai fait aussi, pendant quelques temps, des livres artisanaux, c'est-à-dire que je les imprimais à la maison, sur mon imprimante et tout. Je les reliais, et puis je faisais plein de collages dedans et tout. J'ai arrêté parce que ça me prenait énormément de temps et que au final, je les ai fait à prix libre. Donc, si tu voulais, des fois, il y en a, ils m'achetaient un bouquin 100 balles, et des fois, il y en a qui m'ont acheté, je crois que c'est descendu jusqu'à 5 balles. Une fois, quelqu'un il m'a acheté un bouquin à 5 balles, quoi. Euh, et en fait, j'ai arrêté parce que au final, je perdais du fric, en fait. À un moment, tu vois, j'ai fait le truc que je déteste faire, j'ai fait ma compta. J'ai fait ma compta, et là, le constat était sans appel. Je perdais carrément du fric à faire des livres artisanaux, tu vois. Bon, peut-être pas autant que Romaric Briand en a perdu, quoi, mais bon, au vu du temps passé, après, bon, je suis content de l'avoir fait. Euh, il doit y avoir tu sais, il y a des Influenza et d'autres bouquins de moi, collector, faits à la main, qui traînent un peu partout, quoi, espèce de fanzine punk de 300 pages, quoi. Mais ouais, j'ai arrêté. Et les Lulu, ça fait maintenant 3 ans, de 2, 3 ans qui sont plus à prix coûtant sur, j'ai en fait, bah, j'ai remis une charge, je me suis remis une marge dessus parce que bah, il y a 2, 3 ans, tu vois, je suis quand même arrivé au constat après 8 ans de gratuité totale, hein. Donc ça faisait 8 ans que je bossais plus et que grosso modo j'étais auteur, euh, avec pour seule espérance de revenu en fait une page Tipeee où du coup les gens pouvaient me donner. En fait, c'était sous format don inconditionnel. Vous me filez de la thune sur Tipeee et en échange, je fais des trucs pour tout le monde, tu vois. Euh, et bon, la page Tipeee, elle n'a jamais vraiment décollé, quoi. Ça n'a jamais dépassé les 200 balles par mois. En plus, il y a eu l'affaire Tipeee dégueulasse pendant le Ouais. confinement où en fait, Tipeee, ils ont permis le financement de la. Ah,
du documentaire complotiste antisémite là, Hold Up là. Et puis donc quand on leur a demandé, ouais, c'est quand même pas très cool que ces mecs-là, ils aient financé leur projet avec votre plateforme. On fait, oui, mais nous, on est pour la liberté d'expression, on est prêt, on veut aider tous les projets à naître, du plus antisémite au moins antisémite. Tu dis, Bah non, what? non. Mais en fait, si tu veux, ce que j'aurais dû faire, ce que certains ont fait, c'est que j'aurais dû me casser de Tipeee, en fait, aller sur des plateformes comme Liberapay ou d'autres, tu vois, ou Ko-fi, enfin bon, il y a plusieurs alternatives, quoi. Mais en fait, je l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'était clairement la charge mentale, en fait, tu vois, de remigrer de plateforme. Euh, la deuxième, c'est la crainte de perdre encore plus de revenus, quoi. Euh, alors, j'en ai quand même perdu parce qu'en fait, il y a des gens qui ont cancel Tipeee, quoi. Donc, j'ai dû perdre, tu vois, 25% des revenus Tipeee à peu près. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté la plateforme, mais bon, je pense qu'ils ont bien fait, quoi. Mais après, bah, c'est tout ce truc dégueulasse où on est pris bah, pour gagner un petit peu, enfin, pour gratter des pièces jaunes, hein, parce que moi, c'est vraiment une économie de pièces jaunes, quoi. Pour gratter des pièces jaunes, ben, tu te compromets avec tous les trucs les plus dégueulasses. Toutes les plateformes à la con, Tipeee, X. Bon, ça va, j'ai quitté X quand même, quoi. Mais bon, tu quittes X, tu vas sur Mastodon, parler de jeux de rôle. Enfin, il y a 3 libristes ennemis qui se battent en duel là-dessus, quoi. Ta visibilité, elle se prend un coup dans la gueule, monstrueux, quoi. Tu vois, bon, on est, tu vois, vous et moi, on est sur YouTube et tout. Bon, apparemment, vous avez pas mal de vues sur flux RSS, c'est bien, force à vous, quoi. Mais est-ce que tu envisages de passer sur Peertube, quoi? Tu dis, bah, si je passe sur Peertube, je vais passer de 100 vues à 2 vues, quoi. Oui, oui. Et bon, bah, du coup, alors que bon, bah, on sait ce que c'est YouTube, quoi. Le patron de Google, il est allé à l'investiture de Trump, tout ça, machin. Ils sont full dans le fascisme maintenant et tout. Euh, et voilà, enfin bon. Et tu te sens merdeux. Alors, on aurait forcément le choix, mais c'est le choix, en fait, d'avoir un petit peu de visibilité et être dans cette merde, ou le choix d'être droit dans ses bottes et vraiment devenir, enfin, disparaître, en fait. Ouais, ouais, Disparaître totalement, quoi. bah, en plus c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, YouTube, on continue à poster sur YouTube alors que par exemple, pour exactement. Enfin, alors, il y a une histoire financière aussi, mais on peut s'imaginer que le patron de YouTube, il donne aussi des sous à Trump. Mais par exemple, nous, Ah bah, oui, non, mais on c'est n'est c'est pas factuel. sur. Le patron de YouTube et Voilà. Google, ils donnent du fric à Trump, Bon, hein. bah voilà. Ils sont allés à son Non, mais par investiture et exemple, tout, quoi. c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas mis le podcast sur Spotify, tu vois. Ouais. Et du coup, pour cette raison-là, la raison exacte que tu donnes, c'est-à-dire que Ouais. le patron de Spotify avait affiché son soutien à Trump et lui avait donné je sais plus combien de millions, on n'est pas allé sur Spotify, mais pourtant on est sur YouTube, tu vois. Donc bon. Bah ouais, ouais, bah, tu sais, ils ont donné autant de millions à Trump, hein, enfin. Après, c'est pas pour. Je suis pas en train d'essayer de nous acheter une conscience, hein, j'essaie toujours de mettre Non, en non. perspective. Mais c'est quoi, nous, l'apport qu'on a à YouTube de par notre présence sur leur plateforme? Elle est quand même. Est-ce qu'il vaut pas mieux être là et faire un peu de bruit dans une Ah. plateforme de merde, ou ne pas être là et ne pas être visible du tout? C'est-à-dire parfois, C'est recevable, c'est le port. ouais, c'est ça, oui. C'est compliqué, quoi. Je sais pas pour le coup. Alors, ça faudrait peut-être qu'on nous le remonte. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Moi, j'ai pas de pub du tout sur YouTube, jamais. J'utilise des extensions qui permettent d'avoir zéro pub sur YouTube. Sponsor Block, uBlock Origin, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a des pubs sur Osium? Bah, Donc je les gens pense écoutent pas, Osium. la vidéo est pas Ok, monétisée. parfait. Non mais pourvu que ça reste comme ça roule. Je me posais la question en fait depuis un moment, et comme je sais que moi j'ai jamais zéro aucune pub. Mhm. Il y a des je pubs me sur suis... ma chaîne, mais c'est des fausses pubs. J'ai des fausses Oui, vidéos parce que je déteste, en fait, justement. je voulais Je t'en parler en déteste les plus. vidéos YouTube avec voilà, un peu mes vidéastes préférés, tu vois, au bout de 5 minutes, tu fais, ah, faut que je vous parle de NordVPN et tout. Ça me Ouais. casse les gonades et tout. Et donc, j'ai eu cette vanne de faire des fausses pubs tout le temps et tout, parce que c'est Je crois histoire que d'emmerder YouTube. tu m'as eu une fois, tu m'as eu une fois ou deux, je pense, en plus sur de tes pubs. J'ai commencé à sponsor. Mais attends, de quoi il parle?
Puis après, Ouais, j'ai compris quoi, très vite. Hein. Alors, Mordor VPN, c'est pas un vrai VPN, hein, si tu as cru et tout. Je sais pas si t'as Bah, j'ai googlé cherché. pour trouver. J'ai donné de l'argent à quelque chose qui s'appelait Mordor VPN, en tout cas, je sais pas. Euh, Je sais pas où c'est arrivé. ouais, ouais. Ouais, et après, il y a le Peut-être placement de Trump. produit Lapin Crétin. Oui, Ouais, c'est vrai que la Ubisoft, je les régale. mais après, j'en profite tant qu'on est dans cette parenthèse-là, pour tous ces pubs intégrés par les réalisateurs, je veux dire, par les vidéastes. Ouais, Il y a l'extension Sponsor Block. Hein. Ça vraiment, c'est communautaire, ça permet de bloquer des segments de vidéos et de les skip automatiquement. Donc tu skips D'accord. même ces sponsors-là. Alors c'est communautaire, donc chacun vient mettre sa main à la pâte. ouais. C'est assez Je horizontal, j'aime pense bien. que là, la vidéo va se faire strike par l'algorithme. Là, c'est 5 minutes qui vont flinguer le watch time. Bah, on a un RSS, bisous. Salut Ossium, petit prince parti trop tôt. Thomas aura enfoncé le dernier clou dans le cercueil. Non, mais ouais, après, il y a le côté. Bon, sur le truc aussi, c'est que si t'es en pur RSS, alors on n'a pas. On a peut-être moyen de mettre en place quelque chose à ce sujet, je sais pas, une sorte de courrier des auditeurs, ou je sais pas. Mais je veux dire, il y a que sur YouTube qu'on a des commentaires, tu vois. Par exemple, on est présent sur Blue Sky aussi, mais j'ai 0 MP sur Blue Sky sur ce compte, Ouais. personne vient nous parler. Ah, Il ouais. y a- Quand les gens échangent sur nos vidéos, c'est... Enfin, sur nos... Du coup, je dis vidéo, tu vois, lapsus révélateur. Sur nos podcasts, c'est sous les vidéos YouTube, tu vois. Après, moi j'ai de l'admiration pour les créateurs qui vont faire uniquement dans les marges, genre les personnes qui ont que Mastodon, tu vois, comme réseau Ouais. social pour se diffuser. Bon, des fois on me dit ouais, il y a Discord. Mais bon, Discord, c'est un milliardaire qui possède et tout, donc c'est la même merde. Hein. Euh, Là, par exemple, j'ai vu Tourte, il a fait un truc génial. Après, c'est que il a lancé un blog JDR en format .txt, tu Ouais, vois. j'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Et J'ai trouvé ça très en fait, punk, si ça tu voulais marchait. un internet soutenable, il faudrait que des blogs comme ça, que du .txt, quoi, Ouais. avec des images en ASCII et tout. Tu sais, c'est vraiment le truc solarpunk, quoi. En fait, en théorie, il faudrait qu'Internet, ce soit que ça, quoi, si tu voulais avoir un truc vaguement soutenable et tout. C'est de l'héroïsme, enfin, c'est de l'héroïsme C'est de l'idéalisme. Là. silencieux, quoi, parce que tu le fais, mais personne va remarquer que tu fais ça, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est... Enfin, là, on parle, je veux dire, d'une tension qui est intéressante et qui peut être fertile d'un point de vue discussion, mais qui a pas... Enfin, je veux dire, il y a des gens sérieux qui y ont réfléchi et ça n'a pas été résolu avant nous. Je fais un peu d'élitisme au passage. Genre, pourquoi, s'il y a des gens sérieux qui en ont discuté, pourquoi nous, on pourrait pas rediscuter et trouver une solution à nous, bien sûr. Non, mais il y en Mais, a qui ont trouvé la solution, mais en fait, tu les verras jamais là, parce qu'ils sont dans les ads, ils sont dans les internets, vraiment dans les interstices et tout, et donc tu les vois pas, en fait. Et ils font leur truc vraiment en circuit clos, et voilà, quoi. Moi, ça n'a pas été ma démarche, parce que l'idée, c'est t'as quand même l'envie, en fait, mais ça, c'est un truc qu'on nous vend, tu vois, c'est le fameux quart d'heure de gloire de Warhol et tout, qui a été totalement amplifié par Internet. Tu te vois pas créer si c'est pas pour avoir quand même une grosse visibilité, quoi. Et donc, tu veux te donner les moyens et tout. Bon, après, je suis très, très mauvais pour me donner les moyens d'avoir une visibilité, mais bon, du coup, tu joues le jeu ouais, mais des GAFAM, ouais, ouais, compagnie, quoi. on reboucle avec ce qu'on disait au début sur la visibilité, le public, etc. Mais, et comme j'avais dit au début, je pense que c'est quand même à remettre en perspective, voilà, avec le nombre de personnes à qui tu pourrais vraiment parler dans Ouais. la réalité. Et Ouais, ouais. bon, bref. Euh, Mais n'empêche, c'est vrai que tu vois, quand on parlait des formats et tout, je fais juste une petite parenthèse là-dessus avec mon cas perso, mais on avait parlé des formats et finalement, j'ai été intéressé par plein de jeux de toi que j'ai lus en PDF, etc. Mais les seuls 2 jeux de toi que j'ai vraiment joués, bah, c'est ceux que j'ai en livre, quoi. C'est Influence à minima et Marche Blanche. Tu vois. Donc bon. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Hein. Ouais, ouais, parce que. Enfin, bon, bref. C'est absolument logique. Hein. Ouais, Mais après, je dis pas que j'ai pas utilisé ton contenu gratuit, mais je l'ai pas utilisé pour jouer en tout cas. c'est ça. Mais après,
Si tu prends une Forenza Minima, par exemple, il existe aussi un podcast. C'est-à-dire, tu as un podcast d'1 heure et demie, tu l'écoutes, je t'explique comment jouer. En fait, tu n'as plus besoin de rien, parce que c'est un jeu sans matériel, de pure oralité, quoi. Et tu vois, ça pourrait fonctionner comme ça aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les écoles de jeux de rôle sans règles, notamment le Free Kriegspiel Revival et tout. Là, je suis en train de réfléchir à. Je sortirai une vidéo là-dessus. Je suis en train de réfléchir à un truc. J'appelle ça. T'as juste besoin de. Comment? Ouais, t'as juste besoin d'un D6, d'un D20 et puis d'un cerveau pour jouer. Enfin, c'est-à-dire que j'ai développé une espèce de méthode d'impro où tu peux partir de rien, ou éventuellement tu prends n'importe quel bouquin de ta bibliothèque, un roman ou quoi, ou le moindre fascicule qui tombe sous la main et tu t'en sers pour faire un setting et tout. Et de, enfin voilà, c'est après, tu sais, c'est un peu la fameuse phrase, je sais pas si elle est officielle, de Gigax, mais le truc que les rôlistes ne doivent pas savoir, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nos règles pour jouer, quoi. Et c'est ça aussi, quoi. À la limite, si vous jouez pas à mes jeux parce que vous faites des jeux maison, je vous valide. Voilà. Tu veux reparler de ce clash, hein, tu veux Non, mais moi, écoute, si ça te dérange pas, je vais changer de sujet. Parce qu'il y a un Ouais, sujet ouais, qui m'intéresse et qui intéresse, je pense, ouais, ouais. Brocknar aussi, et le sujet du podcast. Parce que il faut aussi savoir que nous, on a démarré ce podcast aussi, c'était un peu une blague à un moment. Il y avait Brocknar qui voulait faire des trucs avec moi déjà. Et puis bon, on s'entendait bien sur plein de sujets politiques. C'était un peu une blague parce que j'avais fait un commentaire sous une vidéo YouTube. Enfin, je reviens pas sur l'histoire, mais quelqu'un m'a dit que j'étais quand même vachement radical. Et du coup, on s'est dit, ouais, on en a marre des gens hein, qui sont un petit peu froids sur leur message, ou qui même comment dire, ne reconnaissent pas le fait que quand ils diffusent quelque chose sur YouTube, leur message a forcément une portée politique, même s'ils se disent apolitiques, etc. Et on a fait ce podcast social quasiment en réaction à ça. Quoi. Voilà. Et donc la radicalité, c'est un mot important pour nous à cause de cette blague, mais aussi parce que voilà, on est de gauche radicale tout simplement. Euh, et toi, il y a un concept que tu as développé qui a peut-être absolument rien à voir avec la gauche radicale, mais il y a radical dedans. C'est la légèreté radicale. Et bah, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer ce qu'est ce concept On rebondira sans doute après. La légèreté radicale, ouais, j'en parle dans la fameuse vidéo Clash, jeu de rôle maison. Euh, c'est une sorte de revisitation d'un terme qui était employé par Olivier Caïra dans une conférence qui s'appelle En défense des rôlistes somnolents, où il parle d'autotélisme radical. Alors, c'est pas vraiment le sujet de la conférence, je crois que ça vient dans les réponses, dans les réponses aux questions. Mais grosso modo, c'est un peu de mémoire, quand il parle d'autotélisme radical, donc autotélisme, ça veut dire euh, une, une activité autotélique, ça veut dire c'est une activité qui a pour but elle-même. Et en fait, il réagissait un petit peu, si tu veux, à cette idée que le jeu de rôle, c'était bien parce que ça pousse les gens à lire, parce que les gens ils apprennent l'anglais, parce qu'ils socialisent, parce qu'ils apprennent des choses. Enfin, c'est magnifique, le jeu de rôle, ça donne la peau plus blanche. Et tu vois, le fameux propos de Romaric, le jeu de rôle va sauver le monde, tu vois. Mm. Que en fait, le jeu de rôle, ce serait un truc qui a des externalités tellement bénéfiques que c'est pour ça qu'il faut y jouer. Et ce que disait Olivier Caïra, il dit non, le but de la partie de jeu de rôle, c'est elle-même. La légèreté radicale, une sous-idée de ça. Hein. C'est pas synonyme, parce que du coup, tu peux faire une partie de jeu de rôle en autotélisme radical, c'est-à-dire je joue à la partie pour la partie, et que ce soit très sérieux, très politisé, euh, et voilà quoi. Même si c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire que si tu joues, pour prendre l'exemple que Cormarik cite souvent, Dog Eat Dog, euh, qui est un jeu qui a été écrit par une personne concernée qui est sur l'expérience des colonisés, en fait, tu peux difficilement te dire, je vais jouer à Dog Eat Dog juste pour jouer, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une démarche de ce qu'on appelle le jeu transformatif. Donc, il y a un texte qui est intéressant qui s'appelle le manifeste de l'effet papillon,
J'ai oublié l'autrice. Ça parle de GN, mais c'est vraiment très, très applicable aux jeux de rôle. La démarche de jeu transformatif, c'est non seulement on est conscient que le jeu va nous transformer, mais en plus c'est vraiment ce qu'on recherche. On va accompagner cette démarche-là, on va l'encourager, la faciliter. On va débriefer notre partie, dire raconte-moi comment ta partie a changé tes modes de perception, comment tu te sens différent, qu'est-ce que tu as appris. Enfin, après, sous jeu transformatif, on peut mettre plusieurs choses. Ça peut être des trucs un peu dev perso, ça peut être des trucs un peu spirituels, ça peut être des trucs apprentissage, serious game, ou ça peut être militant, tu vois. Hein. Donc, typiquement, tu sais, les fameux GN, il y a une grosse mode dans les pays nordiques et il y en a eu un en France, les GN de migrants, les GN où tu incarnes des migrants. Euh, pour, alors, désolé, c'est un tunnel, mais c'est une notion un peu. Enfin, en fait, je suis obligé de. Je ressens le besoin de vous expliquer l'inverse de la légèreté radicale pour ensuite défendre Ouais, un peu ouais, plus la légèreté radicale. ça me C'est paraît parfait. valide. Axel Cazeneuve a fait ah, un mémoire de maîtrise super intéressant sur le GN politique et notamment Axel Cazeneuve donc, est allé en immersion dans les pays nordiques, surtout, enfin, Axel est allé en Finlande notamment et donc a participé à des GN politiques et s'est notamment intéressé au fameux GN de migrants. Et en fait, ils font des questionnaires. Quand tu commences le GN, tu as un questionnaire sur comment tu perçois les migrants. En fait, c'est quoi ton opinion positive ou négative sur les migrants? C'est quoi tes préjugés concernant ces personnes-là? Et ils refont un questionnaire après en disant comment tu as interprété ton personnage de migrant. Tu l'as joué comment? En fait, ils se rendent compte que les gens, ils ont joué leurs préjugés, en fait. C'est-à-dire que le GN leur a rien appris du tout. Ils ont juste joué les préjugés positifs ou négatifs qu'ils avaient sur les migrants. Alors d'une, ça veut dire que l'expérience n'est pas transformative. Et de deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un côté tourisme de la misère, tu vois. Ou plus exactement, en fait, peut-être une difficulté réelle, bien que quand tu as une démarche sincère, une difficulté réelle à te projeter dans l'autre et dans des situations extrêmes. Euh, je vais donner un exemple. Euh, Moi, je connais une personne qui a participé au GN Le Quota, donc qui est le GN de migrants français, quoi. C'est une personne qui a une très très bonne expérience de ce jeu et tout. Moi, j'ai pas mal échangé avec elle sur sa préparation et sur ce qu'elle en a retiré. Et vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est qu'en fait, elle s'est jouée elle-même en tant que migrante, tu vois. Enfin, elle n'est pas migrante hein, dans la vraie vie, quoi. Mais en fait, elle a joué ses propres problématiques. Donc, elle a dit, je dois migrer parce que dans mon pays d'origine, je suis opprimée, parce que insérer raisons qui ont fait un truc de mon identité personnelle, tu vois. Et donc, en fait, elle s'est jouée elle-même, quoi. Beaucoup plus que. Et donc, il y a cette question de est-ce qu'on peut vraiment approcher l'altérité. Après, mes exemples, ça illustre juste peut-être juste qu'en fait, on ne sait pas assez bien le faire et qu'on pourrait mieux le faire, quoi. Mais bon, euh, donc bon, il y a un certain constat d'échec, je dirais. Moi, je trouve du jeu politique. En plus de ça, il y a une approche que je trouve assez dominante dans les serious games politiques, que ce soit Dog Eat Dog ou Night Witches. Qui sont en fait, ce sont des jeux à message. C'est des jeux qui ont un message à te transmettre, qui ont une Ouais. information à te donner et qui vont te sensibiliser en fait. Et ce ne sont pas des jeux qui sont dialectiques. C'est-à-dire que je préférerais, si tu veux, des jeux qui Dog Eat Dog c'est extrêmement manichéen en fait comme jeu quoi et bien sûr que les situations de colonisation sont d'une certaine façon manichéennes quoi il y a un tel écart, tu vois, dans les oppressions qu'on peut considérer que oui, mais en fait, c'est des situations où l'esclavage, la colonisation, le sexisme sont des situations en fait, en réalité manichéennes. Donc, en fait, si on veut les émuler de de façon fidèle, on est obligé d'être manichéen, mais du coup, ça fait qu'on a un jeu à message. Et moi, je préférais un jeu dialectique
c'est-à-dire où les choses sont plus en nuances de gris et surtout où tu sens pas derrière, il y a un notaire qui dit je vais t'instruire, je vais te dire ce qu'il faut penser. Et où tu peux te construire en fait en réaction aux péripéties que tu vas vivre, qui sont pas mal en nuances de gris. Tu vas pouvoir te construire ta propre opinion, mais c'est pas un truc prédigéré, ça prend du temps et c'est dialectique, c'est-à-dire que tu as vraiment une part d'expression, c'est pas un jeu conférence qui te donne une info, quoi. Oui, vas-y, Ouais, je voulais réagir un peu sur ce que tu as dit. En plus, je trouve que c'est intéressant parce que ça se met. Si on regarde les choses de manière caricaturale et comme ça, on a l'impression que ça va un peu contre carrément le propos du podcast Otium, quoi, ce qui est intéressant, je trouve. Mais en fait, je nuancerai un peu ce que tu as dit. C'est-à-dire que je reconnais la tension dont tu parles, c'est-à-dire la tension d'avoir. Déjà, pour moi, là, je vais placer une chose. Je voulais juste dire que pour moi, c'est ok d'avoir un message et de vouloir exprimer un message à travers ton jeu. Moi ça, c'est pas un truc qui me pose problème. Ça, c'est une première chose. Après, effectivement, Mm. on peut discuter est-ce que c'est plus ou moins dialectique, est-ce que c'est plus ou moins nuancé, ou est-ce que c'est très ascendant. Et à nouveau, Mais quand je dis jeu à message, c'est pas du dog whistle de droite, hein. Enfin, je veux dire, la colonisation, c'est mal, et ainsi de suite, le sexisme, c'est mal et compagnie, quoi, hein, au cas où ça aurait pas été clair. je pense, enfin, vu l'audience du podcast, je pense que c'est pas nécessaire de préciser vu les gens le profil des gens qui nous écoutent, mais t'as raison quand même de le préciser. Mais j'entendais pas du tout ça dans ton propos. Ouais. Je pense que t'as une tension en fait entre le fait de vouloir être très clair sur tes messages. La clarté du message que tu veux diffuser, c'est un sujet qu'on a abordé avec l'Inou Major Zero dans le podcast, l'interview avec le DCC dans ce podcast. Je renvoie les gens à cet épisode. Et le côté, comme tu dis, dialectique. Et dans le côté dialectique, il y a aussi un aspect, j'ai envie de dire presque de game design, tu vois, d'agentivité, quoi. Bien sûr, ouais. Euh, D'agentivité ou d'intercréativité, enfin, ça dépend, tu peux le faire de plusieurs façons différentes. Ouais, je parlais d'agentivité au sens large. Je vais peut-être préciser ces propos d'ailleurs. Quand on parle d'agentivité, généralement en jeu de rôle, c'est est-ce que la joueuse, à travers son personnage, quel est son degré de liberté pour agir. C'est ça l'agentivité, Mm, mm, c'est mm. quelque chose qui parle de ça. Est-ce que je peux prendre un exemple pour ça, en fait? Je voudrais Vas-y, parler de vas-y. Lady Blackbird. Pas Lady Blackbird, Lady Rossa. Lady Rossa, c'est un jeu de Benjamin Coupi où tu joues les Brigades Rouges dans l'Italie des années de plomb et tout. Et en fait, le message, pour le coup, c'est un jeu à message, hein, enfin, d'une certaine façon. Le message de Benjamin Coupi à travers le game design, notamment l'équilibrage du jeu, en fait, c'est que grosso modo, la violence révolutionnaire, ça ne fonctionne pas quand en face, tu as une machine fasciste, capitaliste, à la CIA. Enfin, il y a tellement, t'as une telle adversité en face que la violence révolutionnaire, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fait que produire des drames et ça se retourne contre toi, contre tes proches et tout. Et donc, au final, c'est vraiment le message du game design enfin, quand tu le joues, tu le sens. Quand tu lis les interviews de l'auteur, tu le sens que c'est un peu la morale, entre guillemets, de Lady Rossa, c'est que les Brigades Rouges, ça a été un fiasco, dans le sens où, de toute façon, Ouais, bien ils sûr. n'étaient pas de taille. Peut-être aussi, je pense qu'il y a un côté, ça remet en question certaines de leurs actions, tu vois, peut-être, bref. Et il y a une critique hyper riche qui a été faite à ce jeu, qui a été faite par Felondra, qui a critiqué Lady Rossa en disant, mais moi, je suis pour la violence révolutionnaire. Je suis pour la violence révolutionnaire. Enfin, on a besoin de, enfin, et je suis extrêmement frustré que Lady Rossa m'interdise que ça marche, en fait. C'est-à-dire Ouais, c'est que, super intéressant. littéralement, en fait, ce que Felondra appelait de ses voeux, c'était je veux que j'ai le droit, tu vois, est-ce que c'est la narration partagée, est-ce que c'est du game design alloué aux joueurs, je sais pas trop, mais que, entre guillemets, je veux que mes actions violentes aient des chances de produire un résultat et le jeu me l'interdit. Donc ça, c'est, ouais, bon, je, dans l'interne technique, mais je pense que cet exemple-là, il est intéressant à mentionner. Bah, l'exemple que tu viens de donner, il résume à peu près le fond de ma pensée et la nuance que je voulais apporter. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas une nuance, c'est plus un constat, voilà, de cette tension que tu peux avoir entre un message que tu veux donner à travers ton jeu, ton système, peu importe, et ce que peuvent faire les gens à table, ce qui peut être plus ou moins nuancé ou pas.
Et les deux côtés, j'ai envie de dire les deux extrêmes, ça fait l'impression, on va croire que je suis centriste après, c'est horrible. Mais Aïe, aïe, aïe. les deux côtés de la balance ont un risque, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir quelque chose de plus manichéen, peut-être avec moins d'agentivité aussi, hein, parce qu'il y a ça, quoi. Dans Dog Eat Dog, par exemple, les gens qui jouent les natifs, ils ont une agentivité qui frôle le zéro, et c'est ce qui est forcé par le système, quoi. De l'autre côté, si t'es très nuancé, très dans le gris, ton jeu, tu prends le risque aussi qu'il soit approprié et, euh, et détourné de son message original aussi. Mal compris, mal interprété, quoi. Ouais, puis même si tu peux mettre une no fascist rule par exemple au début du jeu, mais finalement, du coup Ouais, ça mais redevient un jeu à message, tu vois. bien entendu. Ouais, ouais. Et j'ai envie de donner un autre exemple qui va dans ton sens et qui nous concerne, Brocknar et moi, tous les deux en ce moment même. Donc on joue à Spire en ce moment. Et moi j'ai exactement le sentiment que tu viens de décrire pour Spire. C'est-à-dire que... Donc je rappelle ce que c'est Spire très vite fait. Hein. C'est une cité qui a été... qui est sous domination des elfes et on joue des elfes noirs. C'est un cadre fantasy. Et des elfes noirs qui sont donc dominés. Hein. Il y a une société de ségrégation. Ils doivent du travail gratuit aux elfires, etc. Enfin, c'est ce que vous... Et on joue des sortes de résistants elfes noirs. Et on a le même genre de tension parce que le jeu, c'est intéressant parce qu'il y a une autre secte d'elfes noirs, on va dire, que le jeu te propose de confronter aussi à tes joueurs, à tes personnages joueurs, aux personnages joueurs, qui est une secte violente, fanatique, de terroristes. Donc qui lutte contre les elfires, mais vraiment en répandant le sang et sans se poser de questions Histoire sur les d'amener de la dialectique, quoi, un peu. Absolument. Mais du coup, mais je te le dis, je nommerai pas, il y en a peut-être un là, mais je peux avoir des joueuses et des joueurs à table qui me disent, mais ce sont ces gens-là qui ont raison. Ouais. En fait, les ministres du culte, donc les personnages que sont censés incarner les joueurs, qui sont dans une résistance, mais qui est plus... alors, qui peut être violente et tout, hein, il y a des assassinats, des sabotages et tout ce que tu veux, ok, mais qui est plus, quelque part, qui est censé agir avec plus de discernement. T'as des joueuses et des joueurs qui vont dire, non, mais la domination est tellement horrible, les hauts elfes sont tellement cruels, que non, il faut être ultra violent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il te réclame ce manichéisme exactement comme le critique du jeu dont tu parlais. Après, sans rentrer enfin, on pourrait rentrer dans une considération de sécurité émotionnelle, mais plus exactement, il y a cette question de qui juge en fait de ce qui est moral en fait. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est MJ ou est-ce que c'est les joueurs en fait au final quoi? Eh bien alors, dans le cas de Spire, le problème c'est qu'il y a un juge de ça. C'est-à-dire que le système, alors c'est peut-être, il y a d'autres gens qui pratiquent Spire, ou même les auteurs qui me contrediront pas parce que c'est un podcast en français, ils l'écouteront pas, mais donc j'ai peut-être tort, faut prendre ce que je dis avec des pincettes, mais c'est comme ça que je perçois le système. Dans Spire, il y a un système de contre-coup. C'est que quand tu fais des choses, tu en paies le prix. En général, ça se passe pas bien, et tes proches vont en souffrir. C'est exactement comme tu disais pour le jeu. À cause de tes actions, qui sont moralement solides, voilà, je crois qu'on peut le dire. Moi, je vais pas... j'ai zéro sympathie pour tu vois, la domination coloniale des hauts elfes telle qu'elle est dépeinte. Donc, je pense que c'est pas trop risqué de dire que c'est eux les méchants, tu vois. Tes actions, même si elles ont un fondement moral valable, elles vont avoir des répercussions potentiellement désastreuses pour toi et tes proches. Et c'est le système, je te parle même pas du cadre, là je te parle de la mécanique de jeu, quoi. Le système en tant que mécanique, donc pas au sens forgé, en tant que mécanique de jeu, qui te dit, bah tu fais des choses comme ça, bah très bien, la plupart du temps ça va foirer et tu vas subir des contre-coups. T'as tes proches qui vont mourir, t'as ton ami qui va être grillé, t'as un autre agent qui va être capturé et torturé, et puis il va balancer ton nom, parce que les méthodes d'interrogatoire des hauts elfes sont efficaces, quoi. Donc, tu peux être ostracisé, tout ça. donc tout ça, bah oui, il y a un juge de ça, et le juge, quelque part, le juge, c'est le système qui prend en compte les conséquences de tes actes. Une partie de jeu de rôle, c'est pas la réalité en fait, de toute façon. Enfin, et du coup, la question c'est comme c'est pas la réalité. Enfin, je veux dire,
En fait, il y a un truc qui est assez peu fréquent dans les JDR, quoi, et je plaide coupable, hein, entre guillemets, c'est que c'est très très rare que on dise aux joueurs, bah, en fait, c'est vous qui fixez la difficulté des actions, tu vois. Si vous voulez que ça marche sans problème et tout, si vous voulez que ce soit héroïque, ou si vous voulez au contraire que ce soit gritty, que tout ait un contre-coup, c'est vous qui décidez et tout. Généralement, c'est le game design, Ouais. éventuellement MJ, qui fixe ça, quoi. Et tu te rends compte à quel point c'est central dans le fait que de toute façon, bah, pour moi, c'est aussi une des problématiques du jeu politique. En fait, il y a ce truc-là, on n'en arrive pas à décider en fait de laisser les manettes de l'équilibrage aux joueurs, tu vois, et du coup qui nous met dans l'ornière entre guillemets du jeu à message. Après, ça se trouve, s'il y a un système de contre-coup de Spire, c'est peut-être même pas du tout pour le message, mais c'est juste parce que pour créer une histoire dramatique, tu vois. C'est peut-être pour d'autres considérations, peut-être même ludiques, hein, tu vois, pour qu'il y ait des retombées, rebondisses et tout. C'est pas forcément pour des raisons politiques, il y a un système de contre-coup, hein. Non, non, je te rejoins là-dessus, je pense pas que ce soit le cas. Alors, en tout cas, c'est clairement pas que ça. Peut-être c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est sûr que c'est un moteur de jeu. C'est un truc qui est un peu, tu sais, alors, c'est pas à proprement parler un PBTA, mais il y a un peu cette idée-là que tu vois, t'as des réussites mitigées et les contre-coups vont arriver pendant. T'as des sortes de Ouais, ouais, donc conséquences c'est une sorte de. pour Ouais, moi, c'est une philosophie ludique. Ouais, 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 tout à fait, ouais. l'essence du PBTA, Mhm. c'est d'avoir des sortes de conséquences semi-scriptées qui vont faire avancer le drama, tu vois. Et tu as Ouais, ouais, ça, c'est et temps du 8 mai. Ouais, ouais. voilà. En ce sens, c'est un PBTA, si tu veux, même si c'est pas, il n'y a pas les manœuvres et tout ce que tu veux. Mais, ouais, enfin, du coup, on va peut-être fermer la parenthèse là-dessus parce que on a défini tout ce qui était pas, on a La parlé de tout ce qui légèreté était pas de la radicale. légèreté radicale. Du coup, je te laisse Si, si, mais finir. je vais finir quand même très rapidement la parenthèse, parce que l'autre problème des jeux politiques, c'est qu'ils sont traumatisants, en fait. J'ai vu sur Discord, je vais pas citer la personne, parce que comme c'est sur Discord, potentiellement, elle veut que ça reste privé, donc je vais pas dire qui avait cette critique, mais il y avait, je pense qu'on peut au moins dire que c'est une femme, ça c'est important, qui critiquait le jeu Bluebird's Bride. Bluebird's Bride, c'est un jeu d'horreur, c'est vendu comme un jeu d'horreur féminine ou d'horreur féministe. Des fois, on va avoir parce que grosso modo, tu vas jouer la fiancée de Barbe Bleue, et en fait, grosso modo, elle se fait bien opprimer la gueule par Barbe Bleue, quoi. Donc, c'est un jeu d'horreur qui va bien te montrer que le patriarcat, c'est méchant, quoi. Et cette nana, elle avait une critique que je trouvais, qui m'avait pas sauté aux yeux, sans doute parce que je suis pas concerné, et que je trouvais très très basée, qui disait, c'est pas parce que le patriarcat est dénoncé dans le jeu que les autrices sont des femmes. C'est aussi important de préciser que les autrices de Bluebird's Eye sont des femmes, que ça en fait un jeu féministe en fait, parce qu'elle disait en fait moi je veux pas jouer en tant que femme, je veux pas jouer à Bluebird's Bride, c'est un jeu traumatisant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va me refoutre le patriarcat puissance 10 dans la gueule et tout. Ça va pas me faire avancer politiquement, je vais pas avoir de victoire politique en jouant à ce jeu. J'ai juste être traumatisé en fait. Et pour elle, c'était pas un jeu féministe, c'était même presque anti-féministe. Donc voilà, voilà, ça c'est mon pont vers l'allergie radicale. Et ce truc on n'a pas forcément envie de jouer pour faire des serious games, de jouer pour se faire sensibiliser à des trucs en fait où on est déjà de certaines façons sensibilisé. Enfin, c'est bête à dire, mais si tu décides de jouer à Dog Eat Dog, c'est déjà parce que tu considères que la colonisation, c'est pas sympa, quoi. Après, tu vas peut-être apprendre des choses en plus sur la colonisation. Je pense que tu vas apprendre des choses, mais tu es quand même, entre guillemets, un peu convaincu, sinon tu irais pas dedans. Et puis, il y a aussi cette notion en fait, bah, le militantisme, il y a une forme d'injonction au militantisme, quoi, à avoir des activités militantes et tout. Mais en fait, faut aussi comprendre que ça représente une charge mentale. Quand tu as eu une semaine bien compliquée de boulot et tout, et ben, peut-être que vendredi soir, tu as juste envie de jouer à Donge et que tu n'as pas envie de jouer à Night Witches ou à Dog Eat Dog. Et puis, en plus, pour faire, tu sais, la révolution pour de faux, quoi. C'est-à-dire, si je joue à l'insurrection de Melville, bah, en fait, à la fin de la partie, j'ai peut-être renversé une dictature imaginaire, mais dans la vraie vie, rien n'a changé. C'est presque déceptif, quoi.
On a fait un GN dans l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tout. Alors oui, on a pu discuter avec des personnes concernées, tout ça. On a pu un peu se projeter, mais au final, je suis bien conscient que ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué, tu vois. Et ça n'a rien fait avancer du tout, en fait. Je me permets de t'interrompre, j'ai une petite Ouais. objection à faire à ce que tu dis. Parce que, alors je comprends, je pense que c'est pas ce que tu entends par légèreté radicale, mais mon problème là-dedans, c'est pas que des personnes te disent qu'ils veulent pas faire de jeux militants. Ça, je l'entends et je le comprends, et c'est moi-même mon cas, probablement 60-70% du temps, quoi, tu vois. Mm, Donc j'ai zéro problème avec ça. Mon problème, c'est plus des gens qui te disent non, mais je fais pas de jeu militant et ce n'est pas un jeu politique auquel je joue, alors qu'en fait, si. Et c'est juste un truc politique de l'autre bord. Ce qui me pose problème, c'est de. Parce que toi, quand tu parles de légèreté Ouais, radicale, c'est assez recevable ce que tu dis, ouais. quand tu parles de légèreté radicale, tu es en conscience de cette Mm. légèreté. Moi, je te parle de gens qui te disent qu'ils sont dans cette légèreté et qu'en fait, ils n'y sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Que par leur jeu, comment dire, Oui, c'est un peu quand tu dis, moi, c'est apolitique, entre guillemets, tu sais, le Oui, fameux apolitique, quoi. c'est la Ouais, complaisance avec la situation dans laquelle tu te trouves, quoi. Donc, ouais, ouais. ça, c'est ma question. Peut-être ça va, parce que désolé, depuis on zigzague autour du truc, mais peut-être cette question pourrait aider à recentrer la réponse. Mais c'est quoi la différence que tu ferais entre ce que tu appelles finalement une posture, je sais pas si c'est une posture, il faudrait définir ce que c'est. Tu le feras mieux que moi. Cette posture de légèreté radicale et la posture de quelqu'un qui se dit apolitique. Bah, je pense qu'il y a peut-être une notion d'intermittence, quoi. C'est-à-dire que la légèreté radicale, c'est quand tu te dis à un moment, bon, ce soir, on va pas se prendre la tête. Ce soir, ça va pas être militant. Pour prendre mon cas personnel, je suis vegan, antispéciste, animaliste et tout. Bah, des fois, mon personnage, il va chasser, puis il va manger un steak, tu vois. Ou d'autres PJ vont le faire à la table, et puis je vais pas leur faire la morale, tu vois. Parce que ça me fatigue au bout d'un moment, quoi. Et je perds assez souvent des amis, donc je ne mets pas tout le temps au devant de la scène, quoi. Bon, sans même parler de la dialectique, je reviens à ça, mais bon, par exemple, dans Milvaux et tout, voilà, je suis vegan, antispéciste, animaliste, mais par exemple, dans Milvaux, il y a des scénarios sur la chasse, où tu joues des chasseurs et tout, et c'est dialectique, c'est-à-dire que la chasse n'est pas dénoncée de façon, tu vois, mono, euh, monospécifique et tout, c'est beaucoup plus en nuance de gris. Bon, bref, ça y est, je me suis perdu. Euh, mais ouais, cette notion de, ouais, comme tu dis, en conscience, je pense que tu résumes bien ce truc-là. La légèreté radicale, c'est un truc en conscience de conscientiser nos fatigues militantes, en fait, et de dire, bah, en fait, on a le droit à des pauses, et il faut aussi qu'il y ait de la joie, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme le truc de, si tu viens au manif, bon, moi, je vais pas au manif parce que j'ai pas envie de perdre un œil, hein, désolé. Euh, mais Mais des fois, dans les milieux militants, tu as ce truc-là de ah, mais en fait, lui, il vient en manif, mais pour draguer, tu vois. Donc, en fait, c'est pas impur, quoi. Bah, en fait, il y a un moment, il faut aussi un peu de la joie, en fait. C'est bien d'être de gauche, mais enfin, si tu t'accordes jamais, en fait, de fun, quoi, tout simplement, quoi, d'exister en dehors d'avoir une identité militante, je pense que tu es dans une impasse assez importante, quoi. C'est fondamentalement un concept de gauche, en fait, la légèreté radicale. À droite, ils se posent pas la question. Non, non, ils vont dire que c'est plutôt jeu apolitique, quoi. Alors, après, on Hmm. sait très bien que c'est pas du tout apolitique, hein, c'est Hmm. réactionnaire, mais vous avez compris, quoi. Ouais. Ouais. Et, ouais. Parce que c'est eux qui actuellement, contrairement à ce que ce qu'ils voudraient faire entendre, sont en odeur de sainteté et en odeur de ceux qui tiennent les rênes, quoi, Ouais, fondamentalement. c'est ça, ouais. Bah, c'est aussi en fait, c'est un pur enjeu quelque part de sécurité émotionnelle aussi, la légèreté radicale. Oui, ça c'est un Euh, aspect important. j'ai une campagne de Milvaux qui s'appelle L'Ordre et le Sauvage. Bon, elle est pas diffusée encore, c'est du brouillon et tout, mais je l'ai maîtrisée plusieurs fois. Et clairement, c'est une campagne où tu vas te manger toutes les horreurs spécistes, carnistes possibles, quoi.
parce que c'est le thème en fait. C'est le spécisme, c'est le terme c'est la thématique de la campagne. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, des fois, j'ai des véganes qui viennent à ma table et en fait, ils jouent 10 minutes et ils se barrent parce que c'est pas soutenable. Et du coup, en fait, c'est une campagne qui a une sorte d'intérêt, qui a un intérêt dialectique, mais en fait, que je ne peux littéralement pas jouer, enfin, ou très difficilement jouer avec des personnes qui sont d'accord avec moi, tu vois. Et inversement, j'ai fait jouer des tas de gens à cette campagne. J'aurais balancé de l'horreur carniste, spéciste en pleine gueule, et c'est à nouveau. Je pense que si je suis fâché avec le jeu politique, c'est parce que je trouve que ça fonctionne pas. C'est pas des personnes qui ont arrêté de manger des steaks pour autant, tu vois. Hmm. Euh, Parce que c'est un tel combat en fait de faire changer les mentalités et surtout quand tu passes par le biais de la fiction. Je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo qui s'appelle "Le rôliste serait-il raciste" et tout. En fait, quand on passe par des métaphores, genre, bah, tu vois, on parlait de Spire, par exemple, bah, en fait, t'es jamais tellement sûr que ça va marcher. De toute façon, voilà, pour le coup, le côté jeu à message fonctionne tellement pas bien, en fait, quand tu passes par le biais de la métaphore et tout. Bon, après, je me résous à utiliser quand je décide d'être politique, je me résous quand même à être dialectique. Je veux pas être un message. C'est pas une posture qui m'intéresse. Mais après, quand tu es dans la dialectique, tu es encore moins sûr que ça va fonctionner. Et tu te dis, ça se trouve, les gens vont pas comprendre et tout. C'est le risque que tu prends en étant dialectique, quoi. Où les gens vont utiliser ton jeu comme du jeu d'aventure, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ma campagne en disant, ouais, bah, c'est une campagne d'horreur et tout, intense et tout. Après, c'est pas parce que mon personnage il s'est retrouvé dans un abattoir et qu'on a voulu le bouffer et tout que moi je vais arrêter de manger des poulets, quoi. Parce que je me suis juste amusé, tu vois. J'ai juste eu une approche pour le coup apolitique, ou en tout cas dans mes angles morts, parce qu'on parle beaucoup de gauche, mais bon, enfin, l'angle mort de la gauche, par exemple, c'est littéralement l'animalisme. Tout le monde, enfin, à gauche, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, hein, des animaux, clairement. Je veux dire, c'est clair, et net et précis. Moi, j'ai discuté avec des trotskistes et tout. Tu peux leur expliquer par A plus B que les animaux, en fait, ils se font opprimer, mais bien pire que le prolétariat. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, quoi, hein. Donc bon. On peut finir sur les autres formes de radicalité en JDR. Tant pis, je reste sur de la théorie, mais c'était intéressant. Je pensais, il y a une approche, alors qui est du coup assez radicale, mais c'est à l'inverse de la RGD radicale. C'est notamment une approche en JDR que tu vas voir qui est l'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale, c'est l'idée que alors là, pour le coup, on est dans une approche de jeu transformatif, mais plus, quoi. L'idée, tu ne veux pas sortir indemne de ton expérience. Si tu n'es pas bouleversé, ta partie de jeu de rôle, elle est ratée, quoi. Et en fait, le principe, c'est de se jouer soi-même, ou en tout cas, un personnage qui est vraiment une projection de soi-même, quoi. Tu peux, tu peux dire que tu es un elfe dans un monde de fans, mais clairement, c'est toi-même. C'est avec ton identité, ta sexualité, tes opinions politiques, tes traumatismes, tout ça, quoi. Et l'idée, c'est que tu sois très transparent ou transparente sur tes vulnérabilités, en fait. En fait, c'est un peu le principe du trigger warning inversé, quoi. C'est-à-dire que tu vas dire quels sont tes. Alors, attention, j'en parle, c'est pas forcément pour faire la promotion, je pense que c'est Ouais, très extrême. je comprends bien. Je veux que le public d'Osium sache que ça existe. Après, je dis pas que je recommande, hein. Voilà, vous êtes adulte, vous faites vos choix. Et grosso modo, enfin moi-même, je pratique pas, hein, cette forme de jeu, quoi. Mais c'est intéressant d'en parler. Le principe du trigger warning inversé, c'est que tu balances tes trigger warnings et en fait, c'est pour que les autres joueurs ou que l'orga MJ, en fait, les utilisent en fait sur toi, en fait. Ouais, ok, mais c'est une démarche consentie quand même. Oui, 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 Ouais. bien sûr. Oui, oui, tout à fait. L'honnêteté radicale, c'est une démarche consentie de se mettre dans une posture de vulnérabilité extrême. Et il y a même un usage. Il y a un usage presque. Après, ça s'appelle la carte O, quoi. C'est une sorte de carte X inversée, quoi. La carte O, c'est quand tu dis
il y a un moment, il y a une thématique qui est mise dans la partie, et tu vas faire carte haut, en fait. C'est pour dire ça me trigger et on va continuer. Terrible, terrible. Parce que le but, c'est de s'y confronter. Et ça peut être des démarches. Bon, je pense que c'est des démarches. C'était quoi le but de l'interradical mélangé avec ce truc de jeu en vulnérabilité? Parce qu'il y a aussi une notion qui est un peu, en fait, qu'on pourrait décorréler, hein, mais que je pense assez quand même assez parallèle. Le jeu en vulnérabilité, ça peut être une démarche militante de d'idée, bah, en fait, pour le coup, on va faire du jeu politique, mais on va vraiment aller là où ça fait mal, on va pas rester en surface. Ça peut être un truc de dev perso, tu vois, un peu chelou. Enfin, c'est presque, enfin, en mode, je veux vraiment Un peu thérapeutique, euh, je sais pas comment me dire. transformer, ouais. Enfin, oui, une sorte de thérapeutique, thérapie de choc, hein, là Ouais, pour le ouais, coup, ouais, une c'est sorte de pas... thérapie de choc, ouais. Pas du tout remboursée par la Sécu ni approuvée par elle. Euh, ou ça peut être, c'était quoi l'autre intérêt de faire ça? Bah, ça peut être une forme de défonce, en fait, littéralement, tu vois. C'est une expérience, en fait, de défonce, quoi. C'est presque bah, de masochisme, c'est une Ouais, forme ouais, de c'est du masochisme masochisme, c'est ce que je pense. ludique, quoi. Alors, je voulais en parler de ça parce que voilà, c'est le mot de la fin et tout, je voulais rester sur de la radicalité et tout. Euh, Enfin, voilà, d'une certaine façon, enfin, la légèreté radicale, c'est aussi pour ça que c'est intermittent. C'est que je suis loin d'être tout le temps en légèreté radicale. C'est un truc que je veux défendre. Je pense que c'est une sorte de droit quand on est, entre Ouais. guillemets, quand on s'estime être rôliste et être quand même sensibilisé à gauche. C'est un droit de faire pause, en fait, pour des raisons de sécurité émotionnelle, de fatigue, de tout ça. Mais pour autant, quand j'en ai l'énergie, je suis pas toujours dans ces démarches-là. Si c'est moi qui écris ou qui maîtrise, je suis beaucoup dans la dialectique. Et en tant que joueur, je peux très bien accepter de jouer à des jeux politiques. Voilà, si j'ai l'énergie, j'y vais, quoi. Puis c'est toujours moins risqué que d'aller en manif, quoi, de toute façon. Mais tu parles de jeu de rôle, mais moi je trouve que c'est un truc qui s'applique aussi de manière générale au militantisme en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours où pour en parler parfois avec des camarades, les gens te disent en fait là j'en peux plus, là j'y arrive pas, j'ai l'impression de, tu vois, tout ce que je fais ça sert pas, je vois, enfin on observe le monde, on est tous d'accord autour de cette table, hein. On dit peu importe ce qu'on met en place, j'ai l'impression que là, c'est une machine qui de toute façon va t'écraser. Et du coup il y a des jours où juste t'en peux plus, et en fait plutôt que de vouloir forcer, appliquer ce principe de légèreté radicale et dire bon tu sais quoi aujourd'hui ça va couler tant pis quoi. Et, même si je vois des trucs qui en temps normal, il y a des limites à ça évidemment. Mm. Évidemment que si tu croises un nazi, il faut continuer de le tabasser. On reste sur des bases normales quand même. C'est pas non plus, c'est pas non plus une dystopie d'un coup, hein. Mais lâcher l'affaire un peu de temps en temps, c'est pas juste. Ça s'applique à tout, quoi. C'est là, je pense, à un truc qu'on peut retirer de ça, quoi. C'est que la militance, c'est bien, mais elle est pas non plus dans le mur parce que ça vaut pas ça à la fin. Il y a d'autres personnes qui sont là pour prendre le relais. C'est ça que j'entends. C'est pas que ça vaut pas la peine. Loin de là, tous les combats valent la peine d'être menés, les nôtres en tout cas. Mais il y a toujours quelqu'un d'autre pour prendre ta place à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Bah, pour reboucler avec le nom de votre podcast, c'est le principe de temps libre, quoi. C'est le temps libre, c'est un temps qu'on se donne pour militer, mais c'est aussi des fois un temps libre pour souffler, quoi. Voilà, ouais. Et pour être autre chose qu'être militant, ouais, ouais. Merci d'avoir rebouclé Mm, avec le nom de notre podcast pour le mot de la mm. fin, Thomas. Euh, Mais écoute, c'était vraiment une discussion très intéressante. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça a été clair ce que tu as expliqué. Et en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup de contexte. On a défini beaucoup de choses autour, donc c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton passage ici. Ah bah ouais, c'était très enrichissant pour moi aussi, hein, merci. Ouais, c'était cool. Très envie que ça dure 8 heures comme discussion et qu'on soit autour d'une même table aussi pour discuter de tout ça. Mais voilà, vraiment merci à nouveau d'avoir accepté. Peut-être qu'on se recroisera ici ou ailleurs. Carrément. Et ben, ce sera le mot de la fin. Au revoir à toutes et tous. Merci à vous, au revoir. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato.
aburrito